Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce programme. C'est Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 3 novembre 2020. Vous le savez sans doute, plusieurs élèves et enseignants ont été enlevés dans la région du Nord-Ouest ce matin, notamment dans la localité de Kumbo. Les élèves ont été libérés, mais plusieurs personnels enseignants et administratifs, aux dernières nouvelles, étaient encore entre les mains des ravisseurs qui, selon des autorités locales, seraient des sécessionnistes séparatistes qui ont donc mené cette opération-là. Évidemment que les forces de sécurité et de défense sont sur le terrain pour y voir plus clair et qui sait peut-être libérer les personnes enlevées. Cela dit, 4 jours, ou du moins depuis le 24 octobre dernier, on le sait également, il y a eu cette tragique attaque du côté de Kumba, dans la région du sud-ouest cette fois-ci, qui a fait officiellement 7 morts et une douzaine de blessés, dont certains sont encore dans des centres hospitaliers et pour lesquels, notamment les morts, les opérations d'enterrement sont également annoncées dès le 5 novembre. Il faut donc le dire, quelques jours après cela, nous allons nous interroger, notamment pour savoir qu'est-ce qui peut arriver après. Question pour nous d'essayer ce soir avec nos panélistes d'interroger cette situation-là qui, comme vous le savez, se déroule depuis 2016 déjà, notamment la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-est. Il est donc question ce soir d'analyser la situation de plus près après ces assassinats-là, qui s'est peut-être prescrit des actions à mener pour sortir de la crise, interroger le rôle des acteurs politiques et le rôle des partenaires internationaux. C'est à cet exercice que nous allons évidemment nous consacrer ce soir avec les 4 panélistes invités. D'abord Patrick Dupri, Anissé Mani, bonsoir. Bonsoir Dipita. Merci une fois pour l'invitation faite à ma formation politique et bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Vous êtes du RDPC. Paul Youm, bonsoir. Bonsoir Dipita Tongo, bonsoir à mes co-panélistes et aux millions de Camerounais qui nous regardent. D'ailleurs, je les informe que le Cameroun vient encore d'entrer dans le record Guinness. Après l'exportation des appels du peuple, on a appris maintenant à exporter l'enseignement des opposants à domicile, à assigner les opposants à domicile et à avoir les scores staliniens en Afrique, les 98% et 107%, etc. Je salue les Camerounais pour cette nouvelle exploit. Le Cameroun est 98%, à quel niveau? Non, mais vous avez vu le score dans un pays frère de l'Afrique de l'Ouest, où on a vu le score de la présidentielle. Vous voyez qu'ici, on est encore à 71%. Là-bas, la statistique dépasse même les 100% quand vous additionnez les résultats de tous les candidats. C'est-à-dire que l'allusion au record Guinness, c'était donc une image. Tout à fait. Emmanuel Kougné, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Merci d'être des nôtres, vous êtes du MRC. Oui, merci d'inviter le MRC sur votre plateau pour parler de ce sujet brûlant de l'heure. Christian Djokongo, bonsoir. Bonsoir Dipita. Vous êtes du PCRN. Oui, effectivement, nous portons la parole du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et nous voulons d'entame, n'est-ce pas, rendre hommage à un de nos illustres devanciers, le docteur Roland Félix Moumié, médecin âgé de 35 ans, ancien secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, lui-même étant mort 2 ans après son illustre prédécesseur Ruben Oumiobe. En ce jour, nous célébrons sa mémoire. Nous voulons, n'est-ce pas, leur dire que le combat n'a pas été vain et nous allons continuer dans la même veine. Cela dit, c'était peut-être pas prévu, mais puisque l'actualité nous l'impose, nous commande un petit mot sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les résultats de l'élection présidentielle qui, selon la CEI, la Commission électorale indépendante ivoirienne, qui proclame Alassane Ouattara vainqueur avec plus de 94% des suffrages exprimés. Plus de 98, c'est 94. 94% des suffrages exprimés. Et de suite, certains partis de l'opposition, dont Henri Konan Bédié, l'ancien président, Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre, qui, eux, avaient décidé de ne pas prendre part à ces élections, d'essayer de créer un comité national de transition. Et du coup, le président réélu
ou du moins les autorités ont envoyé, décidé de confiner, on peut le dire ainsi, sans abus, Henri Konan Bédié. Emmanuel Kounié, un commentaire. Oui, je voudrais dire qu'on ne peut pas dire qu'au Cameroun, on n'est pas à 90%. Si vous allez voir les régionales qui vont arriver, on sera à 90% dans tous les cas. Quand vous regardez les municipales ou bien les législatives, on est plus ou moins à ce niveau. Donc, toutes les dictatures, n'est-ce pas, se gèrent de cette manière-là. Bon, maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est peut-être, et c'est pour cela qu'il faudrait dire que nous n'avons pas de chef d'État en Afrique, c'est-à-dire que tous ceux qui nous gouvernent là sont des sous-préfets, ils ont leur patron quelque part, et quand ça se passe quelque part d'une certaine manière, ça continue à se passer de la même manière un peu partout. Donc, bon, c'est le patron qui initie. Je crois que c'est les patrons. C'est le même modèle. Je pense qu'il faut utiliser le même modèle, étant entendu que les patrons eux-mêmes sont dans une situation de perte de vitesse, de difficultés économiques, et pensent qu'il faudrait justement préserver les réservoirs des matières premières et puis consolider, n'est-ce pas, à la tête de ces États-là, les personnes qui vont leur permettre d'avoir les couloirs, qui vont leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de faire même pas sur nos richesses. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand des gens font ce qu'ils font là, 38 ans au pouvoir, ça ne peut pas être dans le système normal. Il est clair que si vous pensez que c'est un système normal, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Donc, quel que soit le cas, personne ne peut nous dire qu'il est la seule personne qui peut gouverner un pays, parce que dans tous les cas, un jour, vous allez partir. Si vous êtes le seul. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara lui-même choisit un dauphin. Et quand le dauphin n'est pas là, lui trouve qu'il n'y a plus personne en dehors de lui qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Pareil chez nous, quelqu'un s'installe et il pense qu'en dehors de lui, personne ne peut gouverner. Et il est là depuis la nuit des temps. Et il y a des gens qui trouvent moyen de nous expliquer que c'est cette personne qui doit être là, c'est cette personne qui a été choisie. Même quand elle peut faire 6 mois sans faire une apparition publique, on continue à dire, parce que j'ai vu qu'on continue à nous dire que c'est normal, etc. Et c'est dramatique. Quand les gens peuvent vendre leur mémoire, vendre leur esprit à ce niveau, il y a lieu de s'interroger. Je crois que nous sommes dans un ensauvagement politique qui est tel qu'il faudrait qu'on se ressaisisse, parce que je ne sais pas comment on va vivre dans un contexte pareil. D'accord. Oléo. Je crois que celui qui avait vu juste, c'était le président Jacques Chirac. Quand il avait dit la démocratie est un luxe pour les Africains, il savait pourquoi il le disait, parce qu'il connaissait ces gens-là. Je vous rappelle que le président Ouattara, tout comme le président Ouattara, sous le président Houphouët-Boigny, a fait partie de ce qu'on appelle la France-Afrique, puisqu'il a été le premier ministre du président Houphouët-Boigny, le président Camerounais Biya et tous les autres. Ils sont tous soit élèves, soit pères de cette France-Afrique. Et Chirac, en le disant, savait pourquoi il le disait. Tous ces hommes politiques-là que nous avons aujourd'hui en Afrique, qui essaient de nous imposer un modèle politique différent de celui qu'on a voulu leur imposer dans les années 90, prouve à suffisance ce que le père Kounié vient de dire. Ils ne sont pas au service des populations africaines, ils sont au service d'autres logiques, d'autres personnes dont eux-mêmes ils savent. Je ne sais pas si c'est forcément l'Occident, parce que l'Occident, des fois, lui-même, est souvent surpris par certains actes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est une situation prévisible depuis 2010. Parce qu'à l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, nous autres qui étions les soutiens du président Laurent Gbagbo, soutiens non seulement la légitimité de la démocratie et de la légalité, puisque le président Gbagbo avait été investi par le Conseil constitutionnel, reconnu vainqueur à l'élection présidentielle. C'est M. Ouattara, avec sa cohorte, qui a organisé une espèce de scénario où on a proclamé des résultats dans un hôtel par un organe qui n'avait pas habilité. Il y a eu Guillaume Soro, dont on savait que tôt ou tard les deux finiraient par ne plus s'entendre. Parce que c'est souvent comme ça dans la mafia. Quand le butin est là, tout le monde essaie d'avoir les coudées franches et de jouer serein ensemble toujours. Mais dès qu'il faut partager ce butin, quand on cherche le butin, c'est ainsi, mais dès qu'il faut partager le butin, ça devient difficile. Aujourd'hui, la situation à Côte d'Ivoire était possible il y a 10 ans. Moi, je suis plutôt surpris de voir que l'opposition est en train de donner le leçon à nous, l'opposition camerounaise. En 2010, vous savez que c'est le président Gbagbo qui était au pouvoir. Ouattara s'est allié avec tous les autres qui sont acteurs aujourd'hui, les Konan Bédié, tous étaient derrière lui. Aujourd'hui, en 2020, Ouattara au pouvoir, Soro n'est plus avec lui, Bédié n'est plus avec lui, tous sont ensemble avec Gbagbo contre Ouattara. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition, malgré que là-bas, il y a des morts, je rappelle que là-bas, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des morts, l'opposition arrive quand même à s'asseoir
ensemble à dialoguer, à discuter pour l'intérêt des Ivoiriens. Mais nous, au Cameroun, nous sommes totalement incapables de le faire, mais nous passons plus de temps à critiquer les autres pays. Je suis désolé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous, au Cameroun, notre opposition doit retenir cette leçon-là, que quand l'intérêt de la nation est en jeu, il faut que tout le monde puisse se réunir pour travailler pour la nation. Patrick Mani. Non, moi, ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, ça se passe en Tanzanie, ça s'est passé au Kenya il y a quelques années, ça s'est passé dans d'autres pays du continent, aujourd'hui même dans les pays que vous appelez pays développés, démocratiques. Moi, j'ai suivi, en venant ici, le porte-parole du président Trump, pour l'élection aujourd'hui aux États-Unis, fait savoir que si son candidat n'est pas déclaré vainqueur, n'est-ce pas, de l'élection de ce jour, n'est-ce pas, qu'ils vont remettre en cause les résultats qui vont sortir de là. En réalité, moi, je pense fait de parallèle plutôt avec les États-Unis pour dire oui, que... non, je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger sur la démocratie telle que nous a été présentée par l'Occident. Il y a cela quelques jours, lorsqu'il y a eu des attentats en France, on a suivi Catex, qui est le Premier ministre français, fait comprendre devant l'Assemblée nationale de son pays qu'on ne peut pas combattre le terrorisme avec les libertés actuelles défendues par la démocratie. On a vu dans des pays comme la Grèce, qui est l'un des berceaux, n'est-ce pas, de la démocratie, des fanatiques extrémistes, racistes, n'est-ce pas, de Obdoré, arriver au pouvoir et après être contestés par tout le monde. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est même la démocratie qui est remise en question dans sa pratique actuelle et même dans sa conduite actuelle, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, parce que la question démocratique se pose dans tous les pays. Aujourd'hui, tous les pays, qu'ils soient européens, africains, asiatiques. Vous avez même vu, il y a même des pays qui ont même décidé totalement de ne plus être dedans, tels que la Chine, la Russie et consorts, qui n'y sont même plus. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se pose réellement la question sur la démocratie. Pas plus tard qu'hier, on suivait que le premier opposant de la Tanzanie, qui est un pays anglophone et non francophone, était mis en prison. Aujourd'hui même, le premier opposant de l'Ouganda a été mis en prison. On a vu ce qui s'est passé au niveau du Kenya en 2019, je pense bien avec tant de moyens là, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est presque le monde entier qui fait une crise de démocratie. Donc, il y a d'un côté, comme l'a dit, je suis un peu d'accord avec lui, des pouvoirs forts et en face, on a également le déni de démocratie. Si on revient un peu dans le cas de la Côte d'Ivoire qui n'est pas très, très catholique, vous voyez-vous, M. Youm a eu à le dire au début, les Bédier consorts étaient avec Ouattara. Arrivé cette année, ils ont décidé d'aller aux élections. Pendant la campagne, ils décident de faire un appel au boycott de cette élection alors qu'ils ont maintenu leur candidature. Et avant même la proclamation de ces résultats, font clairement savoir qu'ils n'ont plus rien à foutre avec ce qui va sortir des urnes. Ils sont plutôt vers une transition et autres. Pour vous dire qu'en réalité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne se passe pas seulement que dans ce pays. Il y a plusieurs pays au monde qui ont le même problème. Donc pour moi, il faut qu'on pousse un peu la réflexion plus loin, qu'on s'interroge réellement sur la marche démocratique. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à l'apogée même des pratiques démocratiques actuelles? Est-ce qu'il n'y a pas raison de repenser la démocratie et de redéfinir un certain nombre de valeurs et de principes qui fondent même la démocratie? Christian Diop Congo. Oui, écoutez, M. député Tongo, pour tout analyste ou observateur politique, c'est effectivement que ce qui s'est déroulé ou ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment n'est qu'un construit. On attendait que cela se déroule ainsi. Les deux camps étant chacun sclérosé sur ses positions, il ne fallait pas s'entendre plus. Je voudrais abonder dans le même sens que Dupri pour dire au-delà du caractère démocratique, mais c'est la problématique de la représentation
il me semble que c'est la mécanique de sélection, effectivement, de nos élus ou alors des dirigeants, de ceux qui doivent en incarner le pouvoir qui est problématique. Pas forcément la. Est-ce que notre démocratie n'est pas trop ancrée sur les hommes forts au lieu des Effectivement, non. fortes? Moi, je voulais même aller pour questionner même la démocratie, en fait, le système démocratique à lui-même. Est-ce que le système démocratique cadre naturellement avec les mœurs, n'est-ce pas, d'expression, de liberté au sens africain du terme? Peut-être il faut réinventer un modèle qui cadre effectivement avec l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, il n'y a pas un système démocratique par excellence, parce qu'on le veut, la démocratie est une valeur, donc une valeur qui est constructible, qui est permanemment dynamique. Et moi, personnellement, ce n'est pas toujours le modèle le plus absolu, c'est-à-dire qui cadre avec les valeurs qui sont les nôtres. Donc il faut revoir le modèle africain peut-être l'exporter, revenir, comprendre d'autres choses, parce que jusqu'ici, tel qu'on le voit, cette démocratie semble avoir perdu un peu du lest. Et aujourd'hui même encore, le socle, si vous voulez, la base qui semble nous être présentée comme l'État, qui semble nous être présenté comme étant l'État le plus démocratique du monde. Les États-Unis aujourd'hui, vous voyez bel et bien qu'on a posé la question de savoir au président le plus puissant du monde, à Donald Trump, s'il reconnaîtrait les résultats. Ça veut dire quoi? Il y a déjà une suspicion à la base. Et je suis même un peu peiné, voyez-vous, parce qu'en ce moment même, l'ECAM, notre organe en charge des questions électorales et référendaires, est là-bas à l'apprentissage, effectivement, de la pratique démocratique. Qu'est-ce que l'ECAM va exporter demain? J'ai même peur que la petite ou la pseudo-démocratie dans laquelle nous nous trouvons actuellement puisse, n'est-ce pas, prendre un coup. Parce que, voyez-vous, tout semble nous laisser croire que les républicains n'accepteraient pas, autant pour moi, les résultats, ou du moins qu'il peut avoir un problème. Parce que si on en revient même en 2016, déjà l'élection du président a été contestée. Voyez-vous, avec la Russie, soit qui aurait intervenu. Bref, ce modèle, pour nous, nous semble un peu aujourd'hui à questionner, à revoir quel est le modèle qui cadre naturellement avec nos réalités. C'est pourquoi nous, on a dit, et même ces formes d'État qu'on nous propose, voyez-vous, M. Dipita, ça nous ramène le débat qu'on avait en off ici, où je vous disais effectivement qu'il faut avoir un modèle étatique qui cadre avec nos valeurs, qui cadre avec notre identité. C'est pourquoi nous, au PCN, par exemple, nous avons proposé le fédéralisme communautaire, que vous connaissez bel et bien, qui, lui, est antérieur, naturellement, avant l'avènement de la démocratie dite, ou du moins de l'État westphalien, l'État occidental, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui. Et revenir dans nos mœurs, dans notre identité, dans nos cultures, retrouver quelque chose qui cadre effectivement avec la représentativité telle qu'elle devrait être perçue. Vous voulez dire un mot? Oui, je voulais dire que tout ce que nous disons là, c'est de la triche. C'est de la triche. Comment ça? Tout simplement de la triche, parce que en réalité, la démocratie n'a pas de problème. Le problème, c'est l'alternance. C'est-à-dire que si les gens pensent... Les hommes forts sont forts de ce que... L'alternance est un élément de la démocratie. Oui, les hommes forts sont forts de ce que... Ils ont des mandats. Non, attendez. C'est dans une démocratie, s'il est établi, par exemple, que... Après 2 mandats, on ne peut pas se représenter. On peut, à la limite même... Le peuple est souverain, le peuple peut décider... Il n'est pas question... Je dis qu'il y a des principes. Aux États-Unis, par exemple, malgré tout ce que les gens peuvent dire... Et des représentativités derrière, parce qu'on le veut, non, la démocratie est une valeur. Malgré ce que les gens il y a plusieurs peuvent dire, il ne faut pas nous enfermer dans la philosophie de cette affaire. Parce que si vous allez dans des chemins sinueux comme ça, on ne s'en sortira jamais. Même l'alternance, c'est une philosophie. Le principe voudrait que on puisse faire une démocratie. Quelqu'un a même proposé, n'est-ce pas, une présidence tournante. Je ne voudrais pas le citer. Et qui avait l'air... Oui, qui avait l'air... Enfin, moi, vous êtes contre, n'est-ce pas, la vision de votre parti? J'étais contre. Pourquoi? Contre la vision de mon parti. Je dis que le principe, la difficulté, c'est l'alternance. La problématique de la démocratie aujourd'hui, c'est la problématique de l'alternance. Est-ce qu'il faut que les gens comprennent que quand on a un certain nombre de mandats, on ne doit plus se représenter et que d'autres personnes peuvent prendre le pouvoir? Parce que même si vous gouvernez mal, on peut attendre votre fin de mandat en disant il ne se représente pas. D'accord. C'était juste une mise en bouche. On va prendre la transition et puis on rentre dans l'unique thème de ce soir pour essayer d'analyser les enjeux de l'après-Kumba qui, comme vous le savez, a eu 7 morts et plusieurs blessés. Alors, cher monsieur, je voudrais d'abord prendre vos analyses, chacun ce qui le concerne de la situation. On a pu voir depuis 2016 qu'on a l'impression de monter un peu, tout au moins en termes de victimes, en grade, dans ce qui se fait dans cette crise-là. De façon globale, on parle de plus de 3000 morts, mais à chaque action,
à chaque, j'ai failli dire attaque perpétrée, on observe quand même des dégâts importants au niveau humain. Alors selon vous, rendu après un peu plus de 4 ans, nous sommes d'ailleurs en novembre, si on se rappelle que la crise a commencé en octobre 2016, ça va faire 4 ans et 1 mois, quelle est la lecture que vous faites de cette crise? A-t-elle atteint son apogée? Devons-nous, pensons-nous, espérer une courbe descendante dans la pression, le stress et les blocages qu'on a pu observer pour les You? Sincèrement, je pense que la crise bref, parce que moi je dissocie déjà le problème anglophone avec la sécession et les actes que certains posent sur le terrain. Sincèrement, je crois que telles que les choses sont parties, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter actuellement. Simplement parce que nous n'avons pas encore résolu le problème politique qui est le problème anglophone. Et tant que nous n'allons pas résoudre le problème anglophone, ceux qui veulent la sécession auront toujours un prétexte pour demander cette sécession. Et derrière cette sécession, il y a aujourd'hui des actes criminels que nous condamnons tous. Parce que les enfants, leur kidnapping, leur tuerie, même les représentants de l'administration et autres, ne font pas partie du combat politique. Un combat politique de sécession ne demande pas ce qu'on tue des individus qui puissent être des individus qu'on prétend vouloir défendre les intérêts. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour le problème anglophone, le cardinal Christian Toumi avait demandé à organiser la All Anglophone Conference. On a tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu. On l'a même quasiment interdite. Je me rappelle, paix à son âme, le maire Ekema, camarade de Mani, c'est-à-dire du RDPC, qui avait dit qu'il ne se tiendrait pas la All Conference, la All Anglophone Conference à Buea tant que lui il est vivant et tant qu'il est maire. Aujourd'hui, il n'est plus là. Peut-être que c'est un signe du ciel pour dire que ceux qui empêchaient hier que cette All Conference ait lieu. Non, on ne va pas franchir. Non, pas du tout. Non, c'est une façon de dire que peut-être aujourd'hui, le ciel est en train de nous montrer que ceux qui hier n'étaient pas d'accord avec la All Conference, il y a certains acteurs qui aujourd'hui sont un peu plus sérieux, un peu plus calmes et ils se disent que c'est possible aujourd'hui et c'est même normal que cette All Anglophone Conference ait lieu. Pourquoi? Parce que c'est dans cette All Anglophone Conference que les anglophones républicains, c'est-à-dire qu'ils soient fédéralistes, de la décentralisation et autres, ils vont s'asseoir tous ensemble, les fils anglophones, et ils vont décider que voici ce que nous voulons pour nous, et voici ceux qui vont nous représenter au niveau des négociations avec le gouvernement central. Et cela comprend même ceux qui sont dans le parti au pouvoir, parce que j'ai remarqué une chose, il y a des anglophones qui sont du RDPC, qui dans le RDPC sont incapables de demander le fédéralisme, mais qui vont derrière voir d'autres acteurs de l'opposition et leur dire de demander le fédéralisme. Ce qui veut dire qu'il y a une absence de démocratie au sein du RDPC sur le fédéralisme. Et je l'avais dit ici, je le redis, au grand dialogue était formellement interdit de parler du fédéralisme. Et c'est des points sur lesquels... Il y a vous dites qu'il y a des acteurs du RDPC qui soutiennent le fédéralisme. Qui soutiennent le fédéralisme. On a quelques noms. Non, je ne suis pas obligé. Mais moi, je peux vous citer un. Parce que lui a fait sortir le sénateur Moukete. C'était au grand dialogue. Vous avez suivi son discours. Vous avez le docteur Nick, qui est aussi un anglophone, qui sont tous les deux des cadres du RDPC et des élus RDPC qui ont dit qu'eux, ils sont pour le fédéralisme. Et si vous allez en offre, vous allez rencontrer bon nombre d'anglophones du RDPC. Ils ont dit qu'ils sont pour le fédéralisme ou alors que le fédéralisme serait la solution adaptée selon la demande des populations. Si le fédéralisme est la solution adaptée, ça veut dire qu'ils sont pour le fédéralisme. On peut le dire sans forcément être pour, hein, vous savez. Non, c'est pour dire si c'est la solution adaptée actuellement. Pour moi, il n'y a plus raison d'être dans le RDPC qui lui est contre le fédéralisme. Parce que cette question du fédéralisme, on a interdit la All Anglophone Conference simplement parce qu'on ne voulait pas qu'elle ait lieu pour déboucher sur le fédéralisme. Je veux dire, une analyse peut déboucher, une analyse peut aisément déboucher sur la conclusion que le fédéralisme serait la solution, sans pour autant que celui qui en fait l'analyse soit pour cette solution-là. On est d'accord? Moi, je suis en train de vous dire que ce sont eux qui demandent le fédéralisme. Je ne suis pas en train de dire que... Je suis en train de vous dire que ce sont eux. Allez encore relire le discours de Tiff Moukete au Grand Dialogue. Vous allez comprendre très bien entre les lignes qu'il est en train de dire une chose. Que peut-être,
aujourd'hui, s'il faut retourner au fédéralisme, quand il dit déjà s'il faut retourner au fédéralisme, le nord-ouest et le sud-ouest doivent revoir un certain nombre de données, un certain nombre de données, parce qu'il y aurait, je dis bien il y aurait, je mets au conditionnel, des petits soucis à l'époque du fédéralisme entre le nord-ouest et le sud-ouest. Mais néanmoins, eux les anglophones, ils sont favorables au fédéralisme si on doit y retourner. C'est peut-être la forme qui va diviser, peut-être un fédéralisme à 10 États, c'est bien de faire cette nuance. À 4 États. Là, c'est un autre débat. Mais je dis, pour ce qui concerne les anglophones, laissons-leur organiser le All Anglophone Conference. Il y a des personnes crédibles. Vous savez que le chairman Nin John Fuji est rentré ce week-end au Cameroun. Voilà des personnes qui sont capables de porter la voix des anglophones et de venir dire à l'État du Cameroun que voici ce que nous, les anglophones, nous pensons. Mais tant qu'il n'y aura pas ces anglophones conférences, ceux qui sont en train de poser ces actes là-bas continueront à dire que le gouvernement refuse le dialogue et la seule voie qui leur reste, c'est la sécession. Or, avec une anglophone conférence, on saura enfin ce que les anglophones veulent et tous ensemble, nous allons mettre en minorité les sécessionnistes. Christian Congo. Oui, M. Dipta, il faut déjà s'incliner devant la mémoire de ces jeunes. Il faut dire là que c'est le socle même de la nation qui a été touchée. C'est l'identité même de la nation qui a été touchée, c'est-à-dire l'école et les enfants, ceux qui sont censés, n'est-ce pas, tenir la République de demain. Donc nous sommes là face à l'innommable, face à l'abject. Et il faut le condamner avec la dernière énergie possible. Parce que nous ne sommes pas partisans, n'est-ce pas, de cette nécropolitique. Une fois qu'on l'a dit, effectivement, il faut interroger là où nous nous trouvons pour comprendre un peu le jeu des acteurs. Et qui dit des jeux des acteurs ici, le jeu des acteurs institutionnels. Quel est, n'est-ce pas, le jeu que l'acteur institutionnel qui est censé, lui, incarner effectivement la sécurité des citoyens à ce niveau. Et on peut le dire sans embâche. Je sais que tout à l'heure, monsieur le président de la section RDPC de Facebook va me contester ça. Il faut que je le rappelle à mon ami Mani que dans cette partie du territoire, la souveraineté de l'État est remise en cause. L'État n'y assure pas le monopole, la contrainte physique légitime dans toute sa splendeur. C'est-à-dire le territoire, une partie du territoire Cameroun est contrôlée par une horde d'individus se réclamant effectivement d'un État fantôme. Et à date, quelles sont les mesures effectivement que l'ordre politique qui est censé garantir la sécurité des citoyens prend jusqu'ici? On a du flou absolu dans ce qui semble être pris. Vous n'avez qu'à voir une posture du ministre de l'Intérieur, je veux dire, comment on l'appelle, Foufolé, à Tangandi, l'administration territoriale, c'est la même chose, ça, dans les prérogatives, qui a voulu naturellement s'attaquer effectivement au président, l'honorable président Kabal, qui convoquait effectivement au président de la République d'utiliser les prérogatives que la loi fondamentale lui offre, tant pour moi. Nous sommes là dans l'indicible. Donc on a atteint un niveau où on est parti de la barbarie à l'ensauvagement. C'est-à-dire, et c'est grave. Et quand on peut s'attaquer désormais, je vais faire une anecdote, M. Dipita. Nous, on était en août 2017 avec le président Kabal Libi à Kumba, au sud-ouest. Et quelque chose nous avait amusé. Quand nous sommes arrivés, en pleine ville, il y avait une plaque qui est marquée « Welcome to Ambazonia Republic ». Donc, effectivement, pour vous dire que la situation est assez grave, extrêmement grave, que dans cette autre partie du territoire, qui n'est pas fondamentalement contrôlée par l'ordre public étatique. Ça, c'est la vérité qu'il faut le dire, Mani. Et l'État, que fait l'État? L'État qui, lui, est garant, qui est censé assurer la souveraineté de l'État, est absent. C'est l'une des questions. Je vais chuter par là, M. Dipita. Et quand on est en guerre, comme la situation dans laquelle nous nous trouvons, on se demande bel et bien, où est le chef? Où est le chef? Où est le guerrier en chef? De toute façon, on ne peut pas être en guerre et que celui-là, le chef des armées, celui qui est censé naturellement convoquer ce que la loi l'offre, est absent. Où est le président de la République, Mani? D'accord. C'est un problème. C'est-à-dire, c'est comme le bateau camerounais actuel semble ne pas avoir, n'est-ce pas, un directoire. C'est la même question qu'au départ, sur l'analyse de la situation depuis... Non, je veux d'abord dire une chose à M. Eyoum, qui a parlé du fédéralisme comme une panacée au problème. Je n'ai pas parlé comme une panacée. J'ai dit certains anglophones qui sont vos camarades, eux aussi, sont d'accord qu'il y ait un fédéralisme. Vous le laissez poursuivre. Je ne suis pas dans les 8 dires.
j'aime les faits. Je suis quelqu'un de très factuel. Quand vous venez dire une chose sur un plateau aussi sérieux que celui-ci, il faut au moins apporter les faits. Mais le discours Je du viens sénateur sur Moukete est là. le fédéralisme. Vous avez parlé du fédéralisme. Je ne pense pas que le débat fédéraliste au Cameroun soit un débat qui date d'hier. Déjà, il faut le constater, le tout premier parti politique au Cameroun qui porte de manière officielle le débat fédéraliste, c'est le SDF, et c'est à partir de 2002. Parce que contrairement à ce que Mimi dit souvent, le SDF commence à porter de manière officielle, n'est-ce pas, le débat fédéraliste à partir de l'élection de 2002. Le SDF est né sur le concept du fédéralisme. Non, attention. Le SDF, n'a jamais été contenu au programme. n'était pas dans leur programme. Ils intègrent le fédéralisme dans leur programme, je dis bien en 2002. En 2004, M. John Frondi va officiellement, lors de sa candidature, n'est-ce pas, porter l'idéal fédéraliste. Je vais rappeler de manière claire, n'est-ce pas, quel était son score dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont les partis anglophones. Et donc, et à qui vous donnez une revendication fédéraliste. Dans le nord-ouest, M. Frondi a eu 32%. Dans le sud-ouest, il a eu 15%. Et sur l'ensemble du territoire national, il a eu 17%. Vous venez plus proche encore en 2011 ou en 2018, voilà quelque chose qu'on a fait que baisser de ce côté-là. Il n'y avait pas encore de crise anglophone, il n'y avait pas encore tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est très fallacieux de venir sur un plateau et dire que les anglophones veulent le fédéralisme. Ils ne l'ont pas exprimé dans les urnes, à moins que vous ayez un outil statistique qui permet de faire des sondages de ce côté que vous avez eu à faire, vous nous l'apportez sur ce plateau et on va donc en discuter de manière très très sereine. En 2018, je vous rappelle une chose très importante. Il y avait 4 partis politiques qui ont porté le projet fédéraliste. Je fais un clin d'œil à mon ami du PCRN qui avait leur fameux projet de fédéralisme communautaire et qui vient de vanter sur ce plateau. Mais lorsqu'on additionne tous ces scores des partis fédéralistes, on n'atteint même pas 15%. C'est pour vous dire ceci, soyons un peu humbles dans ce que nous disons. Je vais m'aller plus loin en disant ceci, le fédéralisme n'est pas, n'est-ce pas, une barricade contre la sécession. C'est très faux. Et c'est pour cela que les acteurs même de la sécession, aussi bien ceux qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur, n'ont jamais parlé de fédéralisme. Ils sont clairs dans leurs propos, ils veulent leur État. Et quand les gens disent qu'on doit apporter une réponse politique à cela, la question qui est posée à ces gens, c'est quoi? On leur dit, allons-y, créez votre État. Faisons trop attention. Et j'ai dit ceci, le Nigeria est un pays anglophone, un pays fédéral. Ils font face à 2 groupes séparatistes, le Delta du Niger et le Biafra. L'Espagne, qui est un royaume fédéraliste également. Ils font face à 3 groupes séparatistes. L'Espagne n'est pas fédéraliste. Je vous en prie. C'est un statut spécial. Oui, là je suis d'accord. C'est une erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur. Je voulais plutôt parler dans notre pays africain qui est l'Éthiopie. La Somalie également. Vous le savez également, la Somalie c'est une fédérale, mais ils ont la Somaliland, n'est-ce pas? Donc pour vous dire que ces cas existent, donc ne faites pas croire aux gens que aller au fédéralisme va empêcher aux gens qui veulent créer leur État de cesser de penser de créer leur État. En une seconde, je voulais faire la différence entre le fédéralisme qui est le courant et l'État fédéral. Quand vous aurez la parole. Je vous ai beaucoup suivi. Et vous avez dit la même chose. Et vous étiez contre le RDPC. Permettez donc que je vous réponde aussi. Permettez que je vous réponde. Vous avez parlé de l'État qui est absent dans le nord-ouest et dans le sud-ouest pour défendre les hommes et les biens. Mais il dit, ne soyons pas excessifs dans nos déclarations. Ce n'est pas parce qu'il y a eu mort d'homme à Paris, à Nice, qu'on va dire que l'État a démissionné. C'est parce qu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis qu'on va dire que l'État n'y était pas.
Faisons attention à ce que nous disons. Nous sommes là en plein dans le terrorisme. Ce qui fait le terrorisme, c'est quoi? C'est la terreur. L'horreur de manière ponctuelle à des endroits bien définis, à des instants déterminés. C'est parce que les gens ont réussi à tuer 6 enfants dans une école, ce que nous déplorons et ce que nous condamnons fermement, que ça veut dire que Koumba est abandonné, ce qui est faux. Si Koumba était abandonné tel que vous le dites, ces zones seront aujourd'hui invivables. Nous aurons le temps tout au cours de cette émission pour aller en profondeur, pour que vous compreniez qu'en réalité, ces gens font exactement ce que font tous les groupes terroristes au monde, à savoir rester en vie par la terreur. C'est un fait. Mais Pas quelle est le froid. Rester en vie par le de froid. l'État à répondre face à la terreur? C'est ça que nous interrogeons. L'État répond face à la terreur et je vous dis, l'État répond et vous le savez bien fort. Que l'État répond et que l'État va continuer à répondre. Mais en même temps, l'État continue dans sa démarche de paix totale parce que ces deux enjeux, lutter contre le terrorisme, c'est un enjeu parce que je n'associe pas ce qui s'est passé à Koumba aux revendications politiques. Pour moi, c'est du terrorisme et rien d'autre. Mais en même temps également, l'État va continuer à chercher les solutions politiques à tous les problèmes que connaît notre pays. Christian, vous réagissez? Oui, en fait, je voudrais... Oui, non, une seconde. Hein. Oui, mais c'est moi qui parle. Oui, allez-y, allez-y. Non, du tout. C'est vrai que je vais vous répondre en 30 secondes seulement. Non, c'est dans l'ordre de la réponse aussi, de la réaction. Je voudrais, par rapport à cette affaire, dire que je suis très embêté quand je rencontre Mani sur le plateau, il commence à me faire des statistiques. C'est amusant. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il y a un monsieur qui a nommé tout le conseil électoral, tout le conseil constitutionnel qui nous aligne des chiffres. Et vous nous présentez ces statistiques pour expliquer quoi. Soyez pertinent. Alors je voudrais vous dire, cher monsieur, que quand aux dernières élections présidentielles, sur les 58 départements, on a eu 26 procès-verbaux et 32 tableaux. Jusqu'aujourd'hui, ceux-là même que vous appelez les camps, personne, la Cour constitutionnelle ne nous a pas présenté ces procès-verbaux. Donc, c'est des papiers qu'ils ont écrits, ils ont cité des choses que vous voulez nous présenter aujourd'hui. Donc, tant que nous sommes assis, évitez de nous parler des statistiques, les résultats de John Fundi et tout ça. C'est des histoires, c'est des gens qui alignent des chiffres. Donc, ça ne représente absolument rien. Donc, on ne peut pas baser, n'est-ce pas, un raisonnement sur une hypothèse fausse. Parce que quand l'hypothèse est fausse, la conclusion est forcément fausse. Alors, nous parlons des enfants qui ont été tués. Tout le monde crie. Nous avons crié, on a pleuré, on a porté le deuil. Tout le monde est indigné. Mais est-ce que l'indignation permet de résoudre le problème? Pas du tout. Il faudrait qu'on trouve la solution à ce problème. Nous avons un gouvernement qui est censé trouver des solutions à ce problème. Et il est démontré, il est perceptible, visible à l'œil nu, que ce gouvernement, depuis 3 ans, n'arrive pas depuis 4 ans, n'arrive pas à trouver la moindre solution. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État qui existe dans le nord-ouest du sud-ouest. Mais tous les chefs traditionnels sont partis. Si les chefs traditionnels sont partis, oui. Lors des constitutions des dossiers des élections régionales, on les a montés à Yaoundé, on leur a demandé de revenir dans leur région. Est-ce qu'ils sont revenus? Pas du tout. Mais Paul Tazon lui-même... Pas du tout. Alors quand ils ne reviennent pas, quand les chefs traditionnels quittent leur chefferie pour aller se mettre ailleurs parce qu'ils sont en insécurité, vous pensez que l'État existe encore dans ces régions? Non. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc nous ne pouvons pas penser que nous sommes en train l'État continue à gérer tranquillement le nord et le sud-ouest quand ces gens-là, qui sont les gardiens de la tradition, qui sont les représentants, qui sont des auxiliaires de l'administration, s'en vont. Donc, pour moi, le nord-ouest et le sud-ouest ne sont plus deux régions contrôlées par les pouvoirs publics. Et en ce moment-là, c'est une défaillance qui est très embêtante. Donc, moi, je crois qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre le problème. Mais depuis que cette crise a commencé, nous sommes dans la périphérie du sujet. On n'est jamais entré dans le sujet. Il faut entrer dans le sujet. Le sujet, c'est le sujet, c'est que les gens sont en train de faire un certain nombre de revendications. Nous avons confondu les revendications corporatistes avec ceux qui nous ont parlé de ceux qui ça s'appelle sécessionnistes. On dit qu'ils veulent créer l'État. Ok, ils veulent créer l'État, mais est-ce que le fait de le dire peut suffire pour qu'on dise qu'on ne parle pas avec eux? Ben, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais il me semble que eux, du moins ce qui nous est revenu, c'était qu'ils sont d'accord de s'asseoir uniquement si c'est cette question qui est à l'ordre du jour. Le problème n'est pas là. Étant donné que nous savons que cette question, nous ne pouvons pas aller à la sécession. Mais pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas parler avec eux pour leur démontrer qu'ils ne pourront pas parler? Ailleurs, on déradicalise les gens.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à les déradicaliser? Puisque quand vous prenez un gars comme Ayoub Tabé, on l'a vu ici, il travaille à la Sonnelle. On l'a vu pendant les matchs des Lions Indomptables acheter à boire à tout le monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé de ce moment-là, quand Patrick Mboma jouait, et il était plus content que tout le monde, à aujourd'hui, où il se développe un comportement différent? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser cette question et discuter avec ce monsieur pour qu'il nous dise exactement ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a radicalisé? Et ne peut-on pas le déradicaliser? Vous voyez qu'ailleurs, même les gens qui viennent de Syrie, quand ils arrivent en France, on les met dans un endroit, on essaie de voir si on peut les déradicaliser. Mais les gens sont là, ils bloquent le système et ils disent, et puis encore, ils nous disent qu'ils sont des mendiants. Le président de la République a dit qu'il est mendiant de la paix. Hein. Et un mendiant, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose dont il ne peut pas avoir. Mais il tend la main de quel côté? Il faudrait que le mendiant de la paix nous dise comment on va arriver à la paix. Parce que si vous êtes mendiant de la paix, ça veut dire, si vous êtes mendiant de quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, vous ne l'avez pas et vous n'êtes pas capable de l'avoir. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Oui, M. Dipita. En fait, je voudrais déjà faire une remarque sur la problématique, sur la différence entre le fédéralisme et l'État fédéral. Il faut dire que ce n'est pas la même chose ici, ce qui est revendiqué dans ces zones. Le fédéralisme, lui, est un courant, une doctrine, un tas d'idées qui est différent de l'État fédéral, qui est une forme. M. Mani. Voilà, maintenant, le contraire. oui, maintenant je voudrais revenir effectivement sur l'enlisement de la crise pour interroger, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le jeu des acteurs, pour revenir sur M. Eyoum. Effectivement, on lui dit qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il faut catégoriser, n'est-ce pas, les acteurs. Si les acteurs initiaux, qui l'État de Yaoundé, le régime de Yaoundé, sous, comme à son habitude, un régime autiste, qui n'écoute pas effectivement les demandes sociales, s'est braqué face à des acteurs légitimes. Monsieur Mani, dites-moi, qu'est-ce qu'un individu comme Mantio BBC fait en prison? Ou bien un Galim Félix? Ils font quoi en prison à l'heure actuelle? On va y arriver. Voilà, ces acteurs légitimes, ces acteurs qui ont porté la dimension chrysogène, ces acteurs avec lesquels on pouvait discuter, avec lesquels on peut discuter, sont des leviers sur lesquels l'État peut s'appuyer aujourd'hui pour, n'est-ce pas, ramener la question. Et la deuxième grille de lecture, effectivement, M. Dipita, pourquoi la chose s'enlise aujourd'hui? C'est qu'on a créé dans ces zones-là l'économie de guerre. Voyez-vous, il y a des gens qui vivent désormais, n'est-ce pas, de ce banditisme, parce que c'est du banditisme, donc, de la barbarie, de la sauvagerie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai interrogé effectivement M. Mani, quelle est la capacité de réponse de l'ordre public étatique, n'est-ce pas, de Yaoundé? Quelle est leur capacité à pouvoir juguler, à pouvoir répondre effectivement face à ces bandits de grands chemins? Parce que ce qu'on observe, cette horreur qui est créée effectivement là-bas, ce sont des bandits, ce sont des groupuscules qui sont créés. Vous partez de Santa, par exemple, à Vallée de Kumba, vous allez trouver au moins une dizaine de groupes. Parce que ça, pour ceux qui font un peu des études dans ces questions, vous comprenez qu'il y a plusieurs groupes qui sont autonomes, voyez-vous, dont même les acteurs initiaux, c'est-à-dire ceux qui étaient dans une approche fédéraliste, qui contrôlaient au départ avec l'État fantoche ou l'État fantôme d'Amazonie, aujourd'hui, ils sont coupés quasiment de la base. Donc, vous avez des individus qui peuvent s'écrire. Vous avez la preuve. Vous avez, mais ce sont des faits. On voit ce qui n'est pas écouté. Vous avez des gars, monsieur, non, il n'a pas la preuve de ce qu'il dit. Monsieur Kouné, vous permettez que développer. C'est que vous avez une proximité idéologique avec. Vous encouragez ceci, donc vraiment, laissez-moi parler. Mais je demande seulement si tu as les preuves de ce que tu dis. Je suis en train de dire qu'au vu de la scène, là, je peux parler ex-qualité aussi. Au vu, n'est-ce pas, de l'analyse qui est faite sur le terrain, on constate effectivement qu'il y a des groupuscules qui se sont formés, et ces groupuscules interindépendants, qui, eux, ne profitent que de cette situation chrysogène, il faut le dire, non plus des revendications politiques. C'est là où je convoque effectivement la capacité de l'État, la réponse de l'État face à ces gens qui, n'est-ce pas, n'ont que pour véhiculer l'horreur. Il faut appliquer un parallélisme de forme cinglante. Ok? C'est-à-dire l'État ne doit jamais fléchir, l'État ne doit jamais fléchir, l'État doit rester debout face à ces genres d'individus. Et c'est à ce niveau où on se demande effectivement où est celui qui est censé incarner, n'est-ce pas, la souveraineté de l'État. Le président de la République, il est absent. Maintenant, je voudrais... C'est juste, il est absent. Le président, je dis bien, il est absent. Maintenant, je voudrais aller au-delà pour dire effectivement qu'il y a un problème de fond. Le président absent, il est où? Allez-y. Voilà, on va écouter tout au moins le président. Bon, même l'étude, il ne l'a plus fait, effectivement. Donc, on voudrait... 3 jours, je crois, ou 2 ou 3 jours. On ne gouverne pas par l'étude. Non, moi je voulais, pour terminer, effectivement, pour terminer, effectivement, pour dire, Dipita, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un élément de fond.
c'est-à-dire le problème de fond demeure celui-là. Et ça, c'est une des réponses dont on attend effectivement que l'État central puisse en apporter. Parce que nous qui allons au régional le 6 décembre prochain, jusqu'à preuve de contraire, on se pose la question de savoir, quand je dis où le président de la République, quel est le contenu du statut spécial des régions anglophones, par exemple, dont on va aller. Nous allons au régional, M. Bani. Tant que cela, a dit qu'il y a comme un flou. C'est pour ça que je dis que il y a un flou, pas comme. En fait, je veux dire, il y a un flou, effectivement, sur ce qui va se passer. Et le régime de Yaoundé demeure autiste. Souvenez-vous, M. Dipita, nous, on a participé au Grand Dialogue National. Où sont les résolutions du Grand Dialogue National? Ces résolutions qui étaient, n'est-ce pas, un début des crises, qui était un début. Bien d'entre elles ont été. Qui est un début. Maintenant, comment, à quel degré, à quelle échelle? Parce qu'il faut le dire, ces résolutions devraient en principe s'imposer à l'ordre public étatique de Yaoundé. Parce que quoi? Ces résolutions ont été, n'est-ce pas, teintées d'une certaine légitimité. Parce que c'est toutes les couches. Est-ce qu'elles ne sont pas mises en œuvre, les résolutions? Monsieur Dipita, quelle est l'effectivité, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces résolutions? Prenons par exemple le DDR. Prenons par exemple la reconstruction. Le DDR existe. Prenons par exemple la reconstruction. Maintenant, quelle est la pertinence? Je dis bien l'action. Monsieur Dipita, je vous sais. Il y a la commande l'eau. Monsieur Dipita, je vous sais, vous êtes un grand journaliste, un journaliste politique. Est-ce que vous avez des faits, c'est-à-dire la pertinence sur le terrain? Le DDR quand existe. on va, quel est le ressenti? Quand vous allez un peu Non, dans... attention. Je veux dire non, ça veut dire qu'on peut. Non, je vous en prie. Christian, Monsieur Dipita, on peut par la suite apprécier, je veux dire, ou alors faire une forme de bilan des actions menées. Mais on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas posées. Il y a au moins un DDR qui est mis en œuvre, qui est en place. Je crois que c'est Fayango Francis, l'ancien gouverneur de la région du littoral, entre autres, qui en est le responsable. Il y a une commission du bilinguisme. Maintenant, on peut faire le bilan de ces éléments-là pour conclure effectivement coupé. Parce que justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ah, d'accord. Je suis en train de parler. Quelle est la pertinence de l'implémentation des actions menées, n'est-ce pas, par ces institutions, ces autres institutions mises en place? C'est ce qu'il faut questionner, justement. On a l'impression que ce sont comme des coquilles vides. Non, effectivement, c'est-à-dire, c'est un peu comme la décentralisation à la jacobine, telle qu'on nous a donnée. C'est-à-dire, on vous vend quelque chose, on met en place une institution, mais qui est dévoyée, n'est-ce pas, de ce pouvoir, du pouvoir d'action. Et c'est là le problème. C'est justement, c'est pour ça que j'ai questionné tout à l'heure, la capacité et même l'intention du pouvoir de Yaoundé à résoudre effectivement ces crises. C'est pour ça que par la suite, j'ai convoqué les acteurs. Quel est le jeu des acteurs? Et j'ai convoqué les acteurs institutionnels. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que leur intention, c'est de vouloir juguler définitivement cette crise. Léo. Je voudrais d'abord dire à Christian, je crois que c'est un lapsus, il est sans doute, ça l'a échappé. Au grand dialogue, il n'y avait pas de résolution, il y avait des recommandations. C'est ça la différence entre le grand dialogue et la tripartite. Parce que la tripartite, par contre, c'était des résolutions qui étaient immédiatement applicables. Par contre, le grand dialogue, c'était des recommandations au chef de l'État. C'est-à-dire qu'il est libre d'appliquer ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je reviens. Non, il faut me laisser aller une seconde. Je veux dire, on est sorti, n'est-ce pas, d'un conclave national, d'une grande messe. Et sorti. Permettez. En fait, la logique sémantique ne trouve pas de pertinence. C'est de voir ce qui est sorti de là. Qu'on l'appelle résolution ou recommandation, il n'avait, que ce soit en 90, je veux dire en 87, il n'avait aucun... Non, pas 96, 92. 92, autant pour moi. Il n'y avait aucun élément d'impérium. Donc rien ne s'imposait à lui. Effectivement, il dit, c'est la volonté populaire qui est appelée à le faire. La preuve en est. En 91, on vous a compris. En 91, justement, ça s'imposait au président de la République, puisque lui-même, il avait dit, c'était des résolutions, c'était le premier ministre Sadou Ayatou à l'époque. Donc ça s'imposait à lui. Et je me rappelle, d'après l'histoire, l'opposition, il y avait par exemple la question de la révision constitutionnelle qui était par l'ordre du jour. Mais l'opposition avait imposé ça à l'ordre du jour et avait obtenu 75% de ce qu'elle demandait. Par contre, ici nous sommes allés au Grand Dialogue pour faire les recommandations qui sont au tiroir de l'immeuble Étoile. Et tout à l'heure, tu parlais des DDR, etc. Mais on est en train de faire ce que le professeur Claude avait appelé la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire, on fait le tapage, on fait beaucoup de brouillon, qu'on a l'impression qu'on a résoudre le problème, alors qu'on s'écarte du problème, comme le père Kougne était en train de dire,
qui est la résolution du problème anglophone. On peut créer 100 commissions. Tant qu'on ne va pas s'asseoir avec ceux qui ont posé leurs revendications, écouter leurs réelles revendications et poser les actes qu'il faut politiquement, ça ne va pas marcher. Et je vais dire à M. Mani, il n'y a jamais d'élection au Cameroun, ni municipale, ni présidentielle, ni législative, qui avait pour thème central la forme de l'État. Quand on faut sortir dans les statistiques, c'est quand l'élection était basée sur la forme de l'État, jamais au Cameroun n'a eu lieu. Et ça fait 40 ans qu'ils dirigent ce pays. S'ils étaient sur la forme de l'État, ils auraient pu organiser un référendum pour demander aux Camerounais ce qu'ils pensent de la forme de l'État. Moi-même, je ne suis pas pour le fédéralisme, pour des raisons personnelles, parce que je trouve que les Camerounais sont chauvins. Et j'ai peur que si on dans l'État fédéral, ça devienne des États tribaux. Mais s'il faut passer par le fédéralisme pour le retour à la paix, je suis prêt à ce que mon opinion soit mise en minorité et accepter qu'il y ait un retour, soit un fédéraliste à 2 États, soit à 4, soit à 10 États, faites comme vous voulez. Mais pourvu que la paix revienne au Cameroun, moi je refuse qu'on entre dans un discours où le RDPC mélange et les sécessionnistes, et les fédéralistes, et tout le monde pour créer le flou et légitimer des actions qu'il ne faut pas. Parlons à ceux qui ont posé les revendications. Ils sont aujourd'hui, on a pris la bombe là, on l'a mis en prison. Et on veut que ceux qui hier disaient que, attention, ce gouvernement va nous duper, on veut qu'eux, ils continuent à rester les bras croisés. À un moment, il faut qu'on comprenne que la situation est très grave. Pendant que les gens sont à Yaoundé, en train de vivre avec leur famille, les gens sont en train de mourir dans le Nosso. Ce sont des Camerounais qui souffrent. Le ministre Paul Tazon lui-même, sa belle-mère a été enterrée ce week-end. Pourquoi ce n'était pas dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourtant, ce sont eux qui disent que la situation n'est pas si grave. À un moment, je crois qu'il faut que les représentants du RDPC cessent de vouloir dédramatiser les choses ou de vouloir banaliser parce que ça fait mal. Ça fait mal qu'on sache qu'il y a des enfants, qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Aujourd'hui, le problème politique, il demeure. Tant que nous n'allons pas résoudre le problème politique, il sera difficile de lutter contre les sécessionnistes. Simplement parce que... Et votre vision du problème politique est identique à celle de... Donc, bien sûr, puisqu'on parle tous de la même chose. Au problème politique, il s'agit des revendications de nos frères anglophones. On parle tous, c'est un problème qui ne date pas forcément d'aujourd'hui, mais c'est un problème, à un moment donné, quand les gens posent leurs revendications, il faut d'abord les écouter. Et la différence, je vais dire ça à Christian, la différence c'est qu'en 91, justement, le président, ce régime, était à un niveau où il n'en pouvait plus. C'était incroyable parce que l'opposition les avait mis quasiment à genoux. Donc, ils étaient obligés de faire ces conciliations. Aujourd'hui, mais l'histoire, et on peut avoir le même âge, mais il y a ceux qui refusent d'apprendre l'histoire. Moi, je maintiens et je dis encore que si... Non, il ne dit pas lui, je n'ai pas parlé général. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, il n'a pas la même pression qu'il avait dans les années 90. Et c'est pourquoi il se retrouve aujourd'hui à dire que les recommandations du grand dialogue, ils essaient de faire ceci, ils étaient faits, mais nous sommes simplement dans la gesticulation et non dans la résolution du problème politique qui lui débouchera sur la minorité des sécessionnistes. Et à ce moment, vous voyez que même les populations anglophones sur place diront aux sécessionnistes que cette affaire que vous nous proposez, nous ne sommes pas d'accord. Parce que, je chute par là, vous allez voir qu'il y a certaines populations, de manière consciente ou inconsciente, ou naïve, pensent que ceux qui sont en train de lutter pour la sécession ont raison. Or, si on raisonne les gens, on leur fait comprendre que cette voie-là n'est pas la bonne, mais vos revendications ont été prises en compte et ont trouvé des solutions. Vous allez voir que ce sont ces sécessionnistes-là qui vont peut-être aller faire leurs choses là, je ne sais pas, au côté du Nigeria ou ailleurs. Oui, Patrick Dupri. Bon, je vous ai bien suivi, M. Youm, et j'ai suivi M. Kounié. Et ce que vous dites, vous tous, grosso modo, c'est que vous accusez le gouvernement de ne pas vouloir dialoguer. Ce qui est très faux. Vous savez, je vous ai dit en début de cette émission que soyons factuels. Sortons des émotions, sortons des idéologies politiques, soyons des gens factuels. Je vous rappelle ceci, la crise, n'est-ce pas, telle qu'elle est sous ce temps, n'est-ce pas, actuelle, ne date pas du 11 octobre. Le 11 octobre 2016, c'était la crise purement corporatiste. C'était les avocats, c'était les enseignants, ils avaient 8 doléances et ils ont reçu 25 réponses de la part du gouvernement dont je ne vais pas lister ici. Mais pour ce qui est de l'aspect politique, qui naît plutôt en octobre 2011, revenons d'abord sur ce qu'avaient dit les chefs de l'État en ces temps-là. Le 11, n'est-ce pas, le 31 décembre 2016, avant même l'éclatement de la crise, et donc qui est armé, que dit les chefs de l'État, que l'on
se comprennent bien. Il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Ça veut dire que le président, dès 2016, convoque le dialogue. Et qu'est-ce qu'il fait pour allier ses paroles aux actes? Il va déléguer tout son gouvernement du côté de Bamenda. Pendant plus de 3 semaines, tout le gouvernement, même les ministres qui au départ n'étaient pas favorables à aller discuter avec qui que ce soit, ils sont allés de force. C'était une délégation présidentielle. Ils sont y allés pendant des semaines et des mois, avec même ceux du consortium qui étaient là. Parce que ne dites pas que le consortium n'y était pas. Au début, quelles sont les revendications des avocats? Traduction en langue anglaise du code OWADA. L'affectation dans la zone anglophone des magistrats anglophones. La création de l'Assemblée c'était du à l'ENAM, je vous en prie, à l'ENAM, à la Cour suprême et autres. Et les anciens de leur côté demandaient que l'on affecte majoritairement les enseignants anglophones ou bilingues dans les écoles anglophones et bilingues, et aussi la création d'une école normale anglophone du côté de Bamenda. Pendant des semaines, le gouvernement est parti pour discuter. Lorsque la crise politique va donc intervenir en octobre 2017, n'est pas la crise politique, 2017, que fait le chef de l'État? Il va envoyer ses émissaires, parce que tout le monde était d'accord sur un fait, que les commanditaires de cette crise sont à l'extérieur. Le chef de l'État va envoyer des ministres, les membres du Parlement et autres, même de l'opposition, pour aller dialoguer avec ces gens à l'extérieur parce qu'ils refusaient de venir ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a vu en Afrique du Sud, au Canada? On a vu des gens venir saccager les ambassades en disant ne pas vouloir dialoguer avec le gouvernement. Ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas amnésiques. C'est ce qui est mauvais. On oublie très vite. On oublie très vite ce qui s'est passé hier. Et on dit le gouvernement refuse de dialoguer. Je vous en prie. Ils y étaient. Deuxième chose, après l'échec de ce dialogue-là, qui était voulu par le chef de l'État et par le gouvernement de la République, les Suisses vont arriver à leur tour, ce qu'on a appelé la médiation suisse. Ils sont arrivés, ne l'oublions pas. Ils nous ont dit, et ils ont les moyens de nous faire dialoguer avec ces gens-là. Le chef d'État, il l'a accepté. Ils sont partis. Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Pour que les gens comprennent bien. Les Suisses, les Suisses sont venus, ils sont partis. Qu'on dit ces gens, ils veulent de l'argent. Les Suisses sont revenus dire ils ne sont pas dans cette logique. Tu es seul à connaître. Thibaut Nagui est venu à son tour, dit que lui... Patrick, c'est une histoire connue, évoluons dans le débat. Non, puisqu'on accuse le gouvernement sur ce plateau de ne pas vouloir dialoguer. Nous avons un ensemble de faits qui prouvent que le gouvernement a toujours... On évolue dans le débat. On évolue. C'est trop facile de venir ici dire qu'on refuse de dialoguer. D'accord, c'est compris. C'est compris, pardon. Et je peux aller jusqu'en 2020 en montrant un ensemble d'éléments qui prouvent que le gouvernement a toujours voulu dialoguer. D'accord, ces éléments sont Après la Suisse, une seconde. Une seconde. Alors, pour évoluer. Patrick, pour évoluer. Est-ce que c'est pas la vérité? Laisse les autres parler, non? On est venu te voir ici. On peut évoluer. Ah, quand on dit la vérité, maintenant, oui, quand on dit la vérité, on perturbe. Non, maintenant. D'accord. Dans le jeu des acteurs, je veux dire qu'on est tous conscients du constat. La crise n'est pas résolue. En fait, c'est ça. On continue à les enfants. Qui refuse de dialoguer? Non, j'y arrive. Allons-y. La crise n'est pas résolue. Les enfants tombent. Les enseignants sont enlevés. Les villes mortes se poursuivent le lundi. Quel peut être le rôle ou le jeu
des différents acteurs. Dans l'ensemble, acteurs, évidemment le gouvernement, ceux qui réclament le séparatisme, ceux qui réclament le fédéralisme, les hommes politiques, je les mets dedans, la société civile, dans laquelle je mets le clergé, les partenaires internationaux. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que tout ça, Emmanuel Kounié, se mette en branle pour finalement arrêter de faire des journées de deuil national? Il y a un pouvoir, un gouvernement qui est en place D'accord. et qui a posé des actes de tricherie dans cette opération. La tricherie consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème réel qui est né. Au lieu de résoudre les problèmes, ils sont allés sur le terrain arrêter des gens pour mettre en prison parce qu'ils constituaient la monnaie de rechange. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas résoudre le problème. Ils veulent qu'à un moment donné, ils disent, écoutez, est-ce que si on relâche tous ces gens, vous pouvez vous calmer? C'est-à-dire l'intention n'est pas de résoudre le problème, mais c'est de constituer une monnaie de rechange pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que le moment venu, ils évitent le problème par ces moyens-là. Or, quand ils ont fait cela, on leur demande aujourd'hui, on leur dit, pour qu'on puisse aborder la pente de descendre des résolutions de ce problème, il faut la désescalade d'abord. Et pour qu'on arrive à la désescalade, il faut libérer les gens que vous avez arrêtés. 333. Parce que je voudrais vous signaler que quand cette crise a commencé, il y a des enfants qui ont été arrêtés dans le nord et sud-ouest juste parce qu'ils ont prononcé le mot fédéraliste. C'est faux. Ces enfants sont en prison. Vous avez Il y en a qui ont été arrêtés. Attendez, il y en a qui ont été arrêtés parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout D'accord. simplement. Emmanuel, vous avez dégagé la responsabilité du gouvernement. Maintenant, les autres acteurs. Les autres acteurs, vous ne pouvez pas, quelque acteur que vous soyez, ni John Fundi est parti, était en Nord. Vous ne pouvez pas vous adresser aux gens qui ont leurs enfants en prison, en leur disant, essayons de faire ceci ou essayons de faire cela. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends un exemple. Ils sont partis arrêter un gars comme Samuel Ouazizi, qui est journaliste. Non, je pense Samuel Ouazizi. Il est parti, on l'a mis en prison, il est mort. Vous pensez sincèrement qu'un acteur peut aller voir la famille de Ouazizi aujourd'hui pour lui dire quoi? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui sont quand même vivants, ceux qui sont vivants, il faut voir ceux qui n'ont rien à faire en prison, il faut d'abord les libérer. Il faudrait que le gouvernement démontre que... Et puis, ces solutions que vous êtes en train de dire qu'on a trouvées, ils n'ont pas trouvé de solutions. Par exemple, je voudrais vous démontrer la difficulté que les hommes politiques ont à s'intégrer dans ce problème. Quand vous dites que vous avez créé une section de la commande law à l'ENAM, et vous avez... Attention, Emmanuel, permettez que je vous pour recadrer un peu. Je veux dire, essayons de rester un peu dans le schéma que j'ai suggéré. Vous avez dégagé déjà la responsabilité du gouvernement. Tout à fait. Maintenant, quelles peuvent être les actions des autres acteurs, comme je les ai cités tout à l'heure? Société civile, partis politiques, clergé, partenaires internationaux, dont on dit quand même qu'ils ont un regard sur cette crise et qui pourrait éventuellement... Nous, les médias. Nous avons un seul rôle à jouer. C'est de faire pression sur ce gouvernement pour qu'il crée des conditions de discussion, de négociation. Puisque le gouvernement ne crée pas des conditions de discussion, de négociation. Le gouvernement bloque le sujet. Le sujet est bloqué. C'est bloqué parce que tant que vous avez tous ces gars en prison, qu'est-ce que vous pouvez aller faire sur le terrain? Supposons que vous êtes des hommes politiques, vous descendez sur le terrain. C'est pour dire quoi aux gens qui ont leurs enfants en prison et qui savent que ces enfants ont été ramassés? Ces enfants ont été arrêtés à Bamenda. Ils font quoi à Yaoundé? Il n'y a pas de prison à Bamenda. C'est quoi ces déportations? Donc, le gouvernement pose des actes qui sont des actes gravissimes. Il faudrait que le gouvernement comment je peux dire, décélère un peu pour qu'on puisse, n'est-ce pas, voir ce qu'on peut faire. Mais si vous, vous voyez le cardinal Toumi, il ne peut rien dire aujourd'hui. Il a proposé, parce qu'on nous a dit, on va discuter avec qui? Il a dit, on va faire la anglophone conférence, comme M. Hume le disait, pour que les anglophones eux-mêmes désignent leurs interlocuteurs. Ils ont empêché la anglophone conférence d'avoir lieu. Alors, c'est le gouvernement qui doit... Toutes les pressions doivent être faites sur le gouvernement pour que le gouvernement crée les conditions, n'est-ce pas, qui puisse permettre aux hommes politiques, aux ONG, de pouvoir, n'est-ce pas, aller s'adresser à ces gens. Et c'est ce gouvernement qui est le problème. Le problème, c'est le gouvernement du Cameroun. Même à sa suite, est-ce que le président, pour un problème national comme cela, est-ce que le président de la République a convoqué tous les corps nationaux, c'est-à-dire les partis politiques, les acteurs de la société civile? Je veux dire, en dehors du grand Diallo, qui lui n'a rien donné, il pouvait, lui, le président de la République, les convoquer à la présidence et dire que nous allons prendre une délégation qui va aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que moi, j'ai mis
4 ans, le président de la République n'a jamais mis pied dans le nozo. Est-ce que vous trouvez cela normal? Pourtant, ce sont des petits actes comme ça qui devaient apaiser les cœurs. Surtout que le grand dialogue, je le dis encore, c'était des recommandations, ce n'était pas des résolutions. Et ces recommandations, aujourd'hui, peu importe tout ce que Mani cite, on se rend compte d'une chose, la crise est en train de continuer. À un moment, vous avez parlé de volonté du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de l'assassinat des enfants. Vous aurez la parole. C'est de la tricherie. Non, c'est pas la volonté. Manuel Patrick, vous aurez la parole. Je vous en prie. C'est de la tricherie dans le sens où vous aurez la parole. On vous empêche de parler du fédéralisme. Est-ce qu'on peut appeler les gens pour dialoguer? Patrick, vous aurez la parole. On n'a jamais empêché cela. Non, non, je le concède. Allez-y, vous reviendrez puisqu'il a pris avant. Il faut expliquer à un moment donné, notez, Patrick, vous avez un stylo, notez. À un moment donné, le gouvernement doit comprendre que hier, la méthode qu'ils ont choisie hier, qui était c'est la répression. Parce que le fait de toujours réprimer, à un moment, ça ne paye plus. C'est ce qui s'est passé là-bas. Des gens ont posé des revendications. Tout ce qui est passé dans votre tête, c'est de réprimer. Vous avez réprimé, ça n'a pas marché. Vous avez réprimé jusqu'au niveau où nous sommes arrivés à un niveau de guerre. Et malgré cela, vous voyez tout que ça ne marche pas. À un moment, vous devez mettre stop. Vous arrêtez et vous dites que pourquoi ne pas utiliser notre voix. Ça ne coûte rien de dialoguer avec tous ces gens. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il dit qu'il refuse de dialoguer. Certains de ses camarades disent qu'on ne dialogue pas. Pourquoi on ne tourne pas en rond? Les autres acteurs, vous, quel rôle leur attribuerez-vous? On n'a pas eu le gouvernement. Maintenant, il y a les acteurs de la société civile. Je vous prends le cas de Monseigneur Lagdo, le père Lagdo. Vous avez vu qu'il a voulu marcher, il a pris son sac, on l'a arrêté. Ouais, monsieur qui prend une initiative, ça peut être risible, mais c'est une initiative, entre guillemets, on l'a arrêté. Pourquoi on arrête quelqu'un qui prend une initiative pour la résolution de la paix dans le nozo? Moi, je me suis posé la question. C'est comme s'il y a une volonté manifeste de ne pas résoudre la crise anglophone. Sincèrement, la All Anglophone Conference, on l'a empêché. Vous-même, les médias, vous avez un rôle important. Moi, je constate qu'il y a certains hommes politiques dans ce pays qui ont des discours. C'est même à la limite, on se demande s'ils ne dorment pas la nuit des sécessionnistes. Il y a d'ailleurs un qui a dit qu'à sa sortie de prison, lui, ce que lui et ses camarades ont gagné, c'était de se rapprocher des sécessionnistes. Ce genre de discours, nous ne devons pas laisser passer parce que c'est comme si les gens sont en train d'encourager ce que ces Camerounais, entre guillemets, ambassadeurs font. Ce n'est pas ce que je fais, je suis désolé. Moi, je dis une chose. Allons à la table du dialogue. Que le gouvernement soit sincère, qu'il arrête de tricher, comme Emmanuel Koulé dit, que le gouvernement soit sincère, qu'il laisse chacun s'exprimer librement. La semaine passée, vous avez vu une dame qui a interrompu le ministre en Tangandji, en pleine salle. Elle a interrompu le ministre au moment où il parlait, où elle lui disait que ce que vous avez créé, il faut réparer ça. C'était un anglophone. Elle ne parle pas de cela. Oui, effectivement. Elle parlait de quoi? Le rôle des jeux des de quoi? acteurs. Monsieur Bitiba, si vous avez souvenance, n'est-ce pas, de son adresse lors de ces événements, l'honorable président Kabal Libi, le 26 octobre dernier, reprenant cette phrase, on a marre de l'opportunisme politicien, malhonnête d'une partie de la classe politique et de certaines organisations de la société civile qui font de la crise anglophone un fonds de commerce politique et économique. Il faut le reconnaître effectivement, il y a certaines organisations qui ne facilitent pas la chose. Parce que quand on parle du jeu des acteurs, c'est-à-dire toutes les organisations, même la société civile à laquelle vous appartenez, M. Dipita, il y a effectivement des médias, vous voyez bel et bien, quel est le rôle qui est le vôtre. Parce que je ne vais pas vous apprendre votre métier. La com en temps de crise qui n'est pas toujours celle-là. Parce qu'on a comme l'impression qu'on promeut effectivement ces actes de barbarie. On voit d'autres politiques qui n'ont pas un discours franc, qui n'ont pas un discours contigu sur lequel on peut se baser, parce qu'on le veut ou non, il s'agit ici de la République. Et quand la République est en danger, tous les corps sociaux doivent effectivement, n'est-ce pas, s'y soumettre. On l'a vu en France, on le voit partout par là. C'est indépendamment, n'est-ce pas, des chapelles politiques. Donc, il y a des acteurs, effectivement, qui ne jouent pas un franc jeu dans la recherche de solutions à cette crise. Mais moi, je voulais aller au-delà pour convoquer, effectivement, celui qui a la responsabilité institutionnelle, je veux dire, la responsabilité constitutionnelle. M. Mani, ça c'est niveau 1. Parce que là, qu'on le veut ou non, monsieur, je me le disais peut-être en un français un peu... il y a un thème, c'est-à-dire ici, il s'agit d'une action symbolique.
les symboles dans la gouvernance. Quand je convoque ici la présence du président de la République, il est où? Le chef de guerre, il est où? Celui qui est censé, n'est-ce pas, incarner l'autorité de l'État, il est absent. C'est-à-dire, s'il faisait un discours, M. Mani, vous et moi, nous avons discuté. Vous avez vu le discours de l'honorable président Kabalibi. On a cru que c'était le président de la République. Qui a cru? Du que toi, tu as cru. Du que toi, tu as cru. Qui a cru? De la cour de récréation de Qui a l'université. Il est quand même plus crédible. Mais il est président de la cour de récréation de l'université. Il est plus crédible que Non, le non, tu n'as pas de témoin Il a d'attribuer. Vous voyez, Tu n'en sais rien. vous voyez, Crédible devant vous. Monsieur Djibita, Crédible devant vous. Monsieur Vous Djibita, n'êtes pas crédible, il est vous crédible voyez devant vous. effectivement, participez même monsieur Kounié, à l'armement docteur Kounié, je vais être sérieux. Pour le respect que je dois, n'est-ce pas, à votre âge, Oui. j'espère que vous n'allez plus vous méprendre Pourquoi? tout à l'heure. Pourquoi? Que c'est la peine de faire. Maintenant, je suis en train de Non, dire non, que... Quand je parle de la cour de récréation. Non, il allait très très loin, Mais jusqu'à vous créer ne pouvez pas quand même parler. Le président dit qu'un honneur, c'est une institution de la République. Et que vous laissez un vulgaire individu, Qu'est-ce que vous appelez l'institution? parler de ce genre de Qu'est-ce que tu appelles choses, c'est quand même l'institution? extrêmement Non, je grave. vous en prie. Et là, vous voulez Institution. effectivement Qui est vulgaire comprendre individu? ici Lui, il est quoi? la collision qui existe entre certaines organisations et n'est-ce pas cette dimension terroriste. Voyez-vous, quand moi je suis en train de parler de la République, de la défense, de la présence du chef de l'État pour défendre, n'est-ce pas, la souveraineté de l'État, et que les individus qui partisent avec certaines organisations viennent ici Demandez à ce jeune de défendre soigner son effectivement. Le MRC, Non, attention, monsieur. Je veux dire, je place un mot. Non, avec les Amazoniens. Christian, je place un mot, s'il vous plaît. Soignez votre langage, s'il vous plaît. Emmanuel, je vous en prie, je pense que jusqu'à présent, le débat était plutôt d'un niveau assez appréciable, tout au moins dans le vocabulaire. Et je suggère qu'on reste à ce niveau de vocabulaire pour garder le ton du débat. Poursuivez, Christian. Ils ont besoin de Oui, suivre effectivement, la voie j'étais, des donc, M. Djibita, merci de me donner la parole, de me repasser la parole. J'étais en train de dire, tout à l'heure, quand je parlais de l'action symbolique, la présence du chef de l'État, et je convoquais le discours, n'est-ce pas, d'un acteur fondamental de notre République, quel honorable président Kabalibi, qui a rassuré les populations dans cette autre partie du territoire. On se demandait bel et bien si c'est lui le chef de l'État. Parce qu'effectivement, je veux dire, quand on parle du jeu des acteurs, n'oublions pas qu'on le veut ou non, l'acteur institutionnel est l'acteur fondamental. C'est-à-dire, il est... bon, moi je ne parle pas des discours qui vont en collision avec, n'est-ce pas, c'est faux. On attend des discours ouverts et Tu n'as francs. pas le droit d'apprécier le discours des gens et de faire des déclarations que tu fais là. Il faut être un peu poli, mon ami. Emmanuel. Oui, parce qu'il dit n'importe quoi. Non, vous le reprendrez quand vous aurez la parole, s'il vous plaît. La politesse commande, n'est-ce pas, qu'on respecte Allez, c'est bon, c'est vis-à-vis, réglé. il me semble. Allez-y, allez-y. Oui, M. Djibita. Allez-y, c'est Je crois réglé. que la police... Ne parlez pas des autres n'importe comment. Donc, je suis en train de Soyez dire sérieux. effectivement que nous, on attend. À l'heure actuelle, M. Djibita, parce que là, on parle des morts au quotidien. C'est quelque chose de sérieux. C'est la République qui est en danger. On attend effectivement des décisions fortes. Et D'accord. on ne fait que le dire que l'État, que celui-là qui en a su le monopole, la contrainte physique légitime, dont la Constitution a prévu les mécanismes, n'est-ce pas, de pouvoir asseoir l'autorité de l'État en cette dimension chrysogène, D'accord. notamment l'article 9. Emmanuel en voulait sur l'état réagir. d'exception, Vous avez sur la l'état parole. d'urgence, que le président de la République D'abord, lui. Bien puisse sûr. effectivement intervenir. Donc, comme Moi, je- l'état d'urgence. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu attention. Il faut qu'on fasse un peu attention parce que ce qui risque de mettre notre pays en difficulté, c'est justement le fait que les acteurs ne se respectent pas. Et Les ça, acteurs doivent d'abord se respecter. Et il faudrait même que même ceux qui ont pris, n'est-ce pas, une voie que nous condamnons tous, nous devons les respecter leur confort. Nous ne pouvons pas venir dire que parce que les gens ont pris telle position, ils sont des drogués, ils n'ont rien compris, ils sont des égarés, il faut qu'ils déposent les armes, qu'ils viennent se mettre à genoux devant nous, etc. Ce type de discours ne concourt pas, n'est-ce pas, à la résolution du problème. Tant que vous ne respectez pas votre vis-à-vis, vous posez des actes qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'aggravation de la situation. Donc, moi je pense sincèrement que quand le pays est dans cette situation dans laquelle il est, il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin et que même ceux qui gouvernent, qui pensent qu'ils ont la force de leur côté, comprennent que justement, avec cette force, ils sont incapables aujourd'hui d'assurer la sécurité des hommes et des biens dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans cette situation, ils doivent demander à ceux-là qui les empêchent de leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire le rôle de pouvoir public et de la sécurité de tout le monde. Et pour le faire, vous ne pouvez pas le dire en
cherchant à tromper les gens. Parce que quand vous parlez de la common law, je voudrais parler de cette affaire, et que vous nous dites que vous avez créé une section de la common law à l'ENAM et à machin, et à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que dans la common law, non, ce n'était pas leur revendication. Vous n'avez pas causé avec Monsieur Mani. Ne transformez pas votre ignorance en science, s'il vous plaît. Permettez-moi de m'expliquer, vous allez répondre. S'il vous plaît, laissez-le poursuivre. Je voudrais vous dire, Il faut me laisser aller jusqu'au bout. je veux dire, cher monsieur, que pour ce qui est de la common law, on ne forme pas un magistrat dans une école. Allez au Niger, oui, les magistrats sont choisis parmi les avocats. C'est un système juridique. Non, je vous dis, la common law, vous êtes en train de francophoniser la common law. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes hors sujet une fois de plus. Donc, il est question de discuter, de causer avec ces gens-là, de leur demander quels sont vos problèmes. À la limite même, de leur demander de proposer déjà des solutions eux-mêmes, quitte à ce qu'on leur démontre que celle-ci ne tient pas, celle-là ne tient pas, celle-ci est acceptable. Mais vous ne pouvez pas, vous-même, voir des gens qui se plaignent, vous posez leurs problèmes vous-même, et vous trouvez des solutions qui vous conviennent, et vous dites que vous avez résolu leurs problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire tout simplement, ou vous êtes complètement déconnectés, vous ne comprenez rien vous-même, ceux qui nous gouvernent, ou ils ne comprennent rien du tout, ou ils sont de mauvaise foi. Il n'y a que deux possibilités. Et dans ces conditions, on n'aura pas la solution de la crise anglophone avec ces gens-là. Parce que même quand on demande aux gens de déposer les armes, il y a des manières de demander. Vous dites que vous avez créé le DDR. Vous avez créé comment vous avez multiculturalisme. Qui vous a demandé le multiculturalisme? La revendication de qui? Ça sort d'où? Ça sert à quoi? Les gens ont posé le problème. Vous avez amené une histoire de multiculturalisme, de bilinguisme. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient le problème de multiculturalisme. Donc, c'est vous qui posez ce problème. C'est vous qui trouvez la solution. Et vous leur dites, on a trouvé la solution à vos problèmes. Ce n'est pas leur problème. Demandez-leur. Non, ce n'est pas leur solution. Posez-leur la question. Ils ont leur problème. Alors, vous dites que vous voulez le dialogue. Vous ne voulez pas le dialogue. Vous ne voulez pas du tout le dialogue. Le dialogue que vous voulez, c'est de dire, écoutez, vous allez nous écouter et vous allez nous mettre derrière nous pour suivre ce que nous disons. Voilà le genre de dialogue que vous voulez. Et ce genre de dialogue ne pourra jamais permettre la résolution du problème. Merci. Suivons à présent Patrick Dupri. Il faut arrêter parfois avec de l'enfumage. Pour moi, ce qu'on fait là, c'est de l'enfumage. D'abord, vous mélangez les problèmes anglophones avec les problèmes des sécessionnistes. C'est cette ambiguïté-là. Je vous en prie. S'il vous plaît. Tu n'as pas à dire ce que tu as dit. Emmanuel. Et tu n'as rien compris. Les avocats, les enseignants, la société civile anglophone qui a posé ces 8 problèmes n'a pas porté les armes. C'est pour ça qu'il faut qu'on distingue clairement les choses. Ne confondons pas le problème anglophone et le problème de succession. Non, pas le problème. Ce qui tue aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce ne sont pas les avocats, ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les membres de la société civile, ce sont les sécessionnistes. Et là, puisque vous êtes en coaction intellectuelle avec ces gens, que vous avez même pris un engagement, vous avez même pris un engagement de financer leur armement, alors pour faire donc de l'enfumage, vous venez donc sur un plateau mélanger problème anglophone et problème sécessionniste. Le problème anglophone n'est pas un problème sécessionniste. Parce qu'on mélange plusieurs là. Je vous relance. Je dis ceci. Patrick, je vous relance. On a parlé de la Patrick, permettez que je vous relance. Permettez que je vous relance, mais d'abord, je dois recadrer. Évidemment, il y a des accusations qui fusent de part et d'autre, mais il faut quand même préciser que le MRC ne se reconnaît pas. On a des vidéos. Oui, je veux dire que j'ai le devoir de préciser pour ne pas porter les accusations que vous faites aux différents acteurs des partis politiques. Donc le MRC l'a clairement dit, ils ne sont pas en amitié ou en complicité avec quelques... Moi, j'ai suivi le conseil. C'est vous qui avez créé ce problème. Vous allez le résoudre. Vous poursuivez. La seule chose qu'ils ont gagné en prison, c'est leur rapprochement avec les... Parce qu'on peut le déradicaliser. Parce qu'on peut le déradicaliser. Mais tenez-le à distance et vous avez le problème. J'étais en train de parler de ce qui est important. La sécession, c'est une crise que l'on connaît qui date depuis 1957. Parce qu'il faut le dire, avant même. 57. Oui, avant... Parce que peut-être que vous ne savez pas. Non, tu n'en sais pas. Avant, suivez un peu. Avant la décolonisation, lors du premier référendum qu'il y a eu dans la partie anglaise, il y avait eu un camp des indépendantistes. Et ce camp-là qui a continué jusqu'à ce jour, un camp qui ne voulait ni le Nigeria,
ni le Cameroun qui voulaient l'indépendance. Et ce qui a été majoritairement du côté de la partie qui s'est ralliée au Cameroun. Je parle de 57. Donc, ça n'a rien à voir. Et ce sont là qui portent les armes aujourd'hui et non les avocats, ni les anciens. Ils n'ont rien à voir. Maintenant, vous avez parlé de la désescalade, ce que l'État doit faire pour aller vers la désescalade. Oui. Qu'est-ce que l'État n'a pas fait? Soyons quand même sérieux. L'État, je vous en prie. L'État, on a fait comprendre à l'État qu'il fallait discuter directement avec ces ambazoniens qui sont à l'extérieur. Donc, ce qu'on appelle les leaders ambazoniens. L'État a envoyé ses représentants pour les voir, ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut des intermédiaires. L'État a accepté. Le Commonwealth, la francophonie, l'Union africaine, leurs dirigeants sont venus ici au Cameroun pour proposer leur entremise, pour rencontrer ces gens. Ils sont partis, ils sont revenus, rien. Lors du grand dialogue national, le Premier ministre qui était également président du grand dialogue national est allé très loin, jusqu'à proposer à ce qu'ils interviennent par vidéoconférence. Ils ont refusé. Mais à un moment donné, on doit se poser clairement, je vous en prie. Monsieur, je peux vous dire... Allez-y. Si vous voulez qu'on joue... Non, tu es un amuseur public, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas donc venir ici là sur le plateau pour dire l'État refuse. Je peux même dire une chose. Le premier du grand dialogue national, mais le président pour la désescalade a fait libérer 333 prisonniers de cette crise. Si on compte jusqu'à ce jour, ça fait 554 personnes qui ont été libérées sans aucun procès. Voilà les gages. Les gages que l'État dit, je veux la paix, je suis prêt à aller très loin, je veux que vous acceptez de venir dialoguer. L'État l'a fait. L'État l'a fait. Alors, et puis même, on parle du grand dialogue. Parce que j'ai l'impression que ici, sur ce plateau, on a l'impression que le grand dialogue était une affaire des francophones. Pour vous, que doivent faire les autres acteurs désormais? On a suffisamment parlé des pouvoirs publics. Pour les autres acteurs. Je vais vous dire ce qu'a dit Christian Toumi par rapport aux autres acteurs. Parce que là, on a dit qu'on a refusé sa conférence anglophone, mais je vous rappelle qu'il était quand même président de la commission du retour des réfugiés et des personnes déplacées lors du grand dialogue national. Alors, que dit Christian Toumi par rapport aux autres acteurs? Il dit trois choses claires. De un, la prise de responsabilité des États amis du Cameroun. Parce que là, il s'agit maintenant d'un problème de terrorisme. Parce que Christian Toumi fait partie de ceux qui croient qu'on peut continuer avec le débat politique pour apporter des réponses aux problèmes de marginalisation qu'ont posé les anglophones. Mais pour le problème terroriste, il dit bien ceci, parce que c'est ça qui nous réunit ici ce soir. Que les pays amis qui hébergent les gens, qui financent, qui arment, ces gens-là prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas supporter, nous, au Cameroun, héberger des gens qui partent sur des gens en France, aux États-Unis, en Angleterre et autres. Sinon, on ne peut pas le faire. Ils ont aussi cette responsabilité. Ça, c'est pour les partenaires internationaux. Pour les gens qui ont posé le problème de la sécession, nous disons une chose simple. Nous ne pouvons pas. On parlait. Tu parlais du cardinal? Je parle de lui. Oui, parce que tu dis maintenant, nous, est-ce qu'il est DPC? Parce que je partage ce qu'il dit. Ah, ok, ça commence à venir. Et donc, je partage. On ne peut pas s'asseoir pour parler de la sécession du Cameroun. Qu'ils acceptent de discuter et disent, parce que derrière la sécession qu'ils portent, ils ont une certaine vision de ce qu'ils veulent faire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'ils apportent cette vision et qu'on la mette dans une autre enveloppe qui cadre avec l'unité nationale. C'est-à-dire, à défaut de 10, puisque quand vous dites que vous voulez créer votre pays, ça veut dire que vous avez une vision de cet État. Qu'ils apportent donc cette vision de l'État qu'ils veulent créer, puisque nous, on n'est pas pour la sécession, qu'ils apportent cette vision, qu'on la mette dans une enveloppe
et qu'à travers cette enveloppe-là, qu'on puisse donc matérialiser ce qu'ils veulent faire concrètement. Avec eux. Et la troisième chose, ça concerne les médias et les partis politiques. Et il est dit de manière claire, le rôle des partis politiques et des médias n'est pas d'encourager ceux qui tuent nos enfants, qui tuent nos filles et qui tuent nos hommes. Le rôle des médias et des partis politiques doit être plutôt un rôle de conscientisation. On doit faire comprendre une chose aux gens. Un anglophone tué n'est pas pour la cause anglophone. Un enfant anglophone tué, ce n'est pas pour la cause anglophone. Et c'est ça le rôle des médias. Un cas simple. Et moi, je dis pour les partis politiques, ça c'est moi qui le dis. Pour les partis politiques, aucun parti politique ne va gagner l'élection au Cameroun parce qu'il soutient l'Ambazonie ou ne pense qu'elle va arriver au pouvoir parce qu'elle a donné les armes à l'Ambazonie. C'est une erreur monumentale. Il faut revenir parce que quand vous voulez gouverner le Cameroun, vous voulez gouverner un Cameroun qui est uni. Et si vous participez à sa dislocation, sachez que demain après-demain, vous allez hériter d'un pays qui est disloqué. Donc vous avez aussi votre responsabilité qui consiste à faire comprendre avec à ceux qui veulent diviser notre pays que ce n'est pas cela la solution. La solution, c'est d'accepter la main tendue du gouvernement. Si vous estimez que cette main tendue, qu'elle est due, apporter donc le produit nécessaire pour adoucir cette main-là. Paul Eyo. Ce que je voulais dire, Mani, c'est que, en fait, si aujourd'hui on parle de ces séparatistes, c'est tout simplement parce que c'est vous, du RDPC, par vos discours, et le gouvernement qui ont laissé la place à ces individus. Parce qu'en 2016, lorsqu'il y a eu les revendications corporatistes, puis les revendications de marginalisation anglophone, la seule réponse qui aurait valu à ce moment-là, c'est un dialogue sincère. Dès l'instant où vous avez refusé cela, tu ne peux pas le contester, puisqu'on a mis les Abomba, les consorts en prison. Dès l'instant où vous avez refusé de continuer dans cette voie entamée du dialogue, puisque le consortium était déjà en négociation avec le gouvernement, vous avez laissé le terrain et légitimé dans la tête de ceux qui pensaient que ce gouvernement est autiste, que la seule manière d'obtenir quelque chose face à eux, c'est la force. C'est ça l'erreur du gouvernement. Vous avez fait cette erreur. Admettez déjà cette erreur. Dès que vous admettez cette erreur, la deuxième chose à faire, c'est de demander pardon à ceux-là. Demander pardon, quand je dis cela, je parle de ces Camerounais anglophones qui se sentent jusqu'à présent marginalisés. Nous sommes tous en train de parler ici et on dit que la question demeure. La troisième chose qu'il y a à faire, c'est que si aujourd'hui certains demandent le cessez-le-feu, l'armée va défendre le territoire du Cameroun jusqu'à la dernière seconde parce que notre territoire ne peut pas être partitionné. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat dessus. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui doit faire comprendre à ceux-là qui ne s'en sortiront pas et que la meilleure manière est d'abord de cesser le feu. Cesser le feu, pourquoi? Parce que si on les demande juste de déposer les armes, je ne pense pas qu'ils le feront. Car n'ayant plus aucune issue de sortie, ils n'auront plus aucune issue, aucune voie de recours. Donc, pour leur donner un certain nombre de garanties, le gouvernement doit entamer une démarche pour leur dire que nous sommes d'accord, nous sommes prêts pour un cessez-le-feu. Si vous êtes prêts pour le cessez-le-feu, arrêtez les tueries. Nous, on va rester sur le terrain, mais nous n'allons plus attaquer les repères sécessionnistes le temps qu'on ait un dialogue, qu'on essaie de comprendre quel est votre problème. Et à ce moment-là, on organise parallèlement la All Anglophone Conference pour que les anglophones eux-mêmes s'organisent entre eux, qui disent ce qu'ils veulent. Ceux-là, vous allez voir qu'ils vont revenir dans la voie de la République. Les sécessionnistes seront minoritaires en ce moment-là et vous verrez que toute la République que nous sommes en train de soutenir aujourd'hui sera contre ces sécessionnistes et ils ne pourront plus émerger avec les idées sur notre territoire. Mais tant que nous n'allons pas avoir une démarche qui est logique, qui est cohérente et des discours de paix, parce que le problème qui est aussi, c'est dans les discours. Il y a eu beaucoup d'égarements dans les mots, beaucoup d'égarements, il faut le reconnaître, de la part de certains acteurs politiques, y compris du pouvoir en majorité et même dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, moi, je refuse d'être de ceux où je condamne ceux qui font la crise anglophone, font le commerce politique. Parce que ce serait donner l'impression aujourd'hui que la crise anglophone
est le seul moyen par lequel les gens peuvent exister politiquement et qu'on doit tous se tenir, même ce qui est mauvais, juste parce que le gouvernement a échoué à un moment donné. Nous disons que ce gouvernement a fauté, mais la solution doit être nationale. Et pour une solution nationale, il faut que ceux qui ont la compétence, ne pas dire celui qui a la compétence, à qui la condition a donné les droits en tant que garant de la sûreté de notre État, accepte lui-même de poser ses pieds là-bas, d'amener une délégation et de demander pardon pour qu'on reconstitue notre pays, qu'on le ramène dans la paix comme l'État avant octobre 2016. Je voulais dire un mot juste après M. Youm. Quand vous parlez de cessez-le-feu, il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas de deux forces armées. Confondez pas le cessez-le-feu et le dépôt des armes. Il faut faire attention. Ne confondez pas, il ne s'agit pas de deux armées en guerre. On parle de quoi concrètement? On parle des gens qui ne combattent pas l'armée, qui partent plutôt dans les écoles, tuent les enfants, vont dans les villages, arrêtent des femmes, les égorgent, vont dans les champs, arrêtent les travailleurs, coupent leurs mains. Donc c'est pas pour nous céder. On est là dans le tourisme. Ça sont des bandits. On parle de ce En fait, c'est ça le problème. C'est que je lui ai bien dit dès le départ qu'on ne peut pas mélanger et les bandits, et les sécessionnistes, et les fédéralistes. Non, nous savons que on dit qu'on parle de cessez-le-feu lorsque deux armées sont en confrontation, mais là il s'agit des actes de terrorisme. Mais ceux-là, même les sécessionnistes diront que ceux-ci c'est des bandits, c'est pas le général Ayeke, dont on dit qu'il a été assassiné, était-ce un bandit ou un sécessionniste? Pourquoi? C'est un sécessionniste. Non, parce que vous dites, vous essayez de distinguer. Moi, je veux comprendre. Ouais, il faut faire attention. Parce bandits, que, oui, le général Ayeke, c'est un sécessionniste. C'est un sécessionniste, mais il faut faire attention, parce qu'on va dire qu'il est bandit, parce qu'on a trouvé qu'il avait pris des gens en otage et tout. Lui va vous dire que ce sont ses prisonniers. Peut-être qu'il les a jugés avant de les mettre en prison. Donc il faut faire attention. Les bandits, mais juger avec quoi? Vous pensez qu'ils font quoi là-bas? C'est grave ce que vous dites, monsieur. Mais attends, donc vous supportez cela? Je ne supporte pas, mais je dis que... Je ne justifie pas, je dis que c'est ce que nous... Et puis je vais vous dire, quand nous les appelons sécessionnistes, et on terroriste et tout ça, moi je dis que tous ces discours-là, tous ces mots-là, il faut sortir ça de notre vocabulaire. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Parce qu'eux aussi, de l'autre côté, ils nous appellent des colonial masters. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Les préfets et tout ça, c'est les colonial masters. L'honorable Bui l'a dit à l'Assemblée. Mais je voudrais dire, quand j'ai pris la parole, c'était pour vous dire que... Il n'y a pas de préfet dans ton village? C'est pour dire ceci. Le chef de l'État, quand il était en France, avec Ibrahim Mour, il a dit que au départ, nous étions 80%, ils étaient 20%. Et le principe était de les ramener dans la République. C'est-à-dire qu'il fallait les assimiler. Et ça n'a pas marché. Et c'est ça qui a provoqué cette situation. Ça, c'est ce que le président de la République lui-même a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une situation où des actes ont été posés. Et comme dit Youm, il faut en parler, il faut peut-être leur demander des excuses. On a voulu faire des choses qui n'étaient pas des choses normales. On l'a fait. Ça a produit le résultat que ça a produit. Ça nous a amené là où ça nous a amené. Revenons entre nous. Et puis, tournons la page. Laissons tomber. Nous avons cru qu'en le faisant, on pouvait amener les 20% au sein des 80% et qu'on devait regarder la même direction avec la même culture, les mêmes cultures et tout ça. La même culture et tout ça. Ça n'a pas marché. Maintenant que ça n'a pas marché et ça a créé cette situation, reconnaissons la faute. D'abord. Tout simplement. Reconnaissons la faute. Parce que quand lui le dit, moi je trouve qu'il est sincère. Et quand il le dit, après ça, quand il le dit, c'est pour dire même que lui, il a trouvé cette situation. Et que lui n'est pas l'origine de ce qui se passe. Exact. Et quand après il dit qu'il est mendiant de la paix, c'est pour dire que ceux qui ont créé cette situation doivent trouver la solution. Ce n'est pas lui de toute façon. Ça c'est ce qu'il essaie de le dire. Lui, en tant que chef d'État, il le dit ainsi. Mais les gens qui commentent viennent nous dire des tas d'histoires, mais lui, je crois que la voix qu'il trace est une voix claire. Vous êtes dans un commentaire, là. Oui, je suis dans un commentaire. Je peux même... Je suis dans un commentaire. C'est une déduction. Pour appuyer puisqu'il dit qu'ils étaient 20%, nous étions 80%, et le principe était de les ramener dans la République. Et il conclut en disant, et ça n'a pas marché, et c'est ce qui provoque la situation, ce que nous voyons aujourd'hui. Pour mettre ce qu'il a dit. De l'eau dans ton moulin, je vais juste dire une chose. À un moment donné, les gens du régime disaient catégoriquement, on ne discute pas avec les terroristes. Mais c'est le président de la République qui convoque le grand dialogue et qui tend la main, y compris à ceux qui qualifient de terroristes. Tout à fait. Ça veut dire qu'il comprend le sujet mieux que vous. Et clair. moi, je crois que s'il était plus actif, peut-être son âge, s'il avait les moyens d'être plus actif,
je crois qu'il aurait résolu ce problème que de laisser, n'est-ce pas, les manies venir dans le tintamarre, là, dire des choses qui vont dans tous les sens et qui provoquent. De toute façon, personne ne sait qui a tué les enfants. Je ne sais pas qui a tué les enfants. Vous le connaissez? Peut-être vous le connaissez. Je ne sais pas où vous les trouvez, mais je sais que c'est des bandits. Celui qui tue les enfants dans une école, c'est un bandit. On ne doit tuer aucun enfant nulle part. Qui égorge une femme en pleine rue. Monsieur Mani, je souhaite qu'on ne parle pas de ces choses-là comme ça. Mais c'est la vérité. Parce que nous-mêmes. Ce sont les faits. Oui, parce que même au Nord, on a vu des gens fusiller une femme avec les enfants au dos. Est-ce que je les défends? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je défends? Je condamne tout cela. Bon, moi également, je condamne tout ça. Donc, je ne peux pas cautionner que personne ne cautionne. Dans une école, on ne peut pas. Et tue les enfants. Personne et ne peut. quelqu'un sur un plateau dit que c'est un saint. Personne n'a dit qu'il y a un saint. C'est un acte de terrorisme. Patrick, je suis désolé. Emmanuel termine. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Vous faites donner la parole. Christian Diop. Monsieur Dipita, effectivement, j'ai cru avoir un peu, j'ai cru prendre peur avec un certain discours sur ce plateau, voyez-vous. Et là, je tiens à rappeler que c'est la République qui est en danger. Et on a touché l'identité même de la République, c'est-à-dire le socle sur lequel nous nous asseyons, l'école, qui est le système de socialisation, qui est l'institution de socialisation par essence, n'est-ce pas, que nous avons. Et cela dit, quand on touche également à sa jeunesse, c'est que les discours politiques de M. Biya parlent généralement du socle, la nation, ou alors, comment on dit, le fer de lance. Et quand on est touché, il faut effectivement faire attention. Moi, je voudrais aller au-delà, M. Dipita, pour dire effectivement que lors de sa conférence, l'honorable président Karbalibi a esquissé un certain nombre de solutions. Monsieur, c'est la provocation, c'est entre nous. Et c'est ce à quoi moi je voulais qu'on s'y en fait, c'est qu'il me fait passer aux gens du NDPC comme toujours là. Je voudrais effectivement pour dire notre président a été à la limite, il n'y a que Paul et moi qui avons le droit de parler. Allez-y, Christian. M. Dipita, cela ne fait pas rire. Cela ne fait pas rire. Cela ne fait pas rire, effectivement. Non, il faut rire de temps en temps aussi. Non, la République est en danger, M. Dipita. Nous pleurons nos morts. Et face à ce genre de choses, on ne doit pas rire. C'est pourquoi moi je convoque toujours. Je vous ai dit, on parle du jeu des acteurs jusqu'ici. Et je ne fais que convoquer, nous ne faisons que convoquer. Quand j'ai dit le discours du président, c'est-à-dire la position du parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est-à-dire mise ici en branle par la voie la plus autorisée, M. Youm. C'est tellement comme il n'a pas de cadre partisan, il ne sait pas où il se trouve. Donc nous, il est dans l'AFP il y a quelques jours. Mais il y a les cadres. Il est derrière le cristal. Bon, ok, le militant de Sambaka. Donc je suis en train de dire, M. Dipita Tongo, que nous avons fait un certain nombre de recommandations, sinon nous formuler un certain nombre de vœux. Parce qu'on ne le veut ou pas, monsieur le ministre Abou Mathieu, il a dit que c'est le président de la République qui connaît le nœud de ce problème. Et il connaît où se trouvent les solutions. Maintenant, il y a des solutions immédiates, là, qui peuvent être résolues à la suite, n'est-ce pas, du grand dialogue national et du cardinal Christian Toumi. Effectivement, pour dire qu'aujourd'hui, l'État, quand je parle de l'État, dans assurer sa souveraineté, il est inadmissible que on en assure des missions diplomatiques avec des représentations sur notre terrain et qu'on ait des pays qui abritent des terroristes, ceux qui financent les terroristes, et que l'État ne puisse pas, et quand je parle de l'État, le gouvernement de la République, ne puisse pas sévir. On a une diplomatie moribonde, une diplomatie dormante. On attend voir notre diplomatie, une diplomatie active, c'est-à-dire une diplomatie de mission qui va au contact, qui impose également sur la scène internationale. Et imposer ces deux choses, M. Dipita. Première des choses déjà, convoquer ces pays amis et leur imposer, n'est-ce pas, la ligne à conduire, en leur disant effectivement que soit vous nous envoyez ces gens que vous habitez, soit on coupe les relations diplomatiques avec ces pays. Voyez-vous, ils en ont les moyens, ils ont la souveraineté d'État, c'est eux qui l'en incarnent. Et à date. Et là, il s'agit des mots dont, effectivement, changer ce genre de choses, ou du moins rappeler même nos ambassadeurs dans ces pays-là. Parce qu'on connaît où se trouvent ces leaders, où ils vivent, ils communiquent, on sait même où ils vivent. C'est là où je me demande parfois si l'État même n'est pas complice. Parce que l'État, n'est-ce pas, a, en termes de droit diplomatique, la force de pouvoir, n'est-ce pas, les extraire de là où ils se trouvent. L'autre chose, c'est que, au-delà, n'est-ce pas, parce que... Demander l'extradition, tu veux dire. Comme on est dans un deuil national, la représentation nationale doit, n'est-ce pas, se réunir en session extraordinaire, avec, pour une fois,
au moins à l'ordre du jour. Parce que Mani, ça commence là. C'est-à-dire la dénégation de ces problèmes, n'est même, n'est-ce pas, de la représentation, c'est-à-dire le Parlement. Et l'honorable Libi Kabal le disait, de convocation d'une session extraordinaire où les deux chambres seront réunies, ou même on va peut-être évaluer la question du financement de cette guerre, quitte à voir comment toutes les sensibilités nationales peuvent s'y devenir, parce qu'il y a la notion de l'économie de guerre qui est associée. Autre chose, nous demandons effectivement, puis on sort. Nous demandons effectivement au président de la République d'arrêter systématiquement tous ceux et celles qui font l'apologie des violences et soutiennent ces terroristes, alors donnant soit la parole, ou alors en apportant un quelconque soutien. On a besoin... Oui, terminé, Christian. On a besoin effectivement d'un acte fort du président de la République. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure des symboles en politique. Ce sont des actes assez symboliques qui vont peut-être rassurer la population. Parce que, monsieur Dipita, pour nous qui avons été un peu samedi, on était en deuil, pour ceux qui ont eu la chance d'aller de ce côté à Kumba, ou du moins d'avoir des gens qui sont revenus là, on vous dira un peu, on attend le chef de l'État. Où est le président de la République? Même de façon symbolique, monsieur Mani, une fois qu'on a donné cette proposition, c'est lui qui est le garant de la sécurité et de la souveraineté nationale. Question de sortie. Donc, pour que cela prenne fin, effectivement, au moins, qu'on puisse juguler tout au moins, avant qu'on en arrive au premier de fond, monsieur Dipita, et qu'on ne le veut pas, on tournera toujours au premier de fond, qui est celui de la réforme institutionnelle, donc la forme de l'État. Et vous connaissez bel et bien la forme définitive. Parce que, monsieur Dipita, donnez-moi une seconde. Je vous entends depuis tout à l'heure. Permettez. Parce que Mani Paul, pendant 2 heures. Je suis en train de dire, monsieur Dipita Tongo, merci à votre permission. Il est déjà le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Dipita. En disant effectivement que, vous voyez là, nous sommes englués dans une crise, n'est-ce pas, importée. Parce que là, c'est un marqueur qui nous divise. D'accord. La langue. Merci. Voyez-vous? Et il faut définitivement résoudre ce problème. Et nous, au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons la solution qui va tuer définitivement le problème de l'anglophonie identitaire. On ne parlera plus jamais d'anglophone francophone dans ce pays. On parlera de Cameroun, c'est le fédéralisme communautaire. La question de sortie posée à tout le monde, dans la projection, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Au regard de tout ce qu'on vient de dire, on a ressassé le passé, on a essayé d'identifier le rôle des acteurs, on a essayé de voir là où on a péché, on a constaté que la crise, je veux dire que les enfants continuent à mourir. Maintenant, d'ici demain, dans 6 mois, dans 1 an, pour les Youm. Oui, je voudrais, pour répondre à la question, je voudrais faire une modification. Je voudrais dire veut également dernier parole. Je ne pense pas que la diplomatie camerounaise soit moribonde. Je pense qu'elle est juste pas bruyante, mais parce qu'à un moment, mais elle est souterraine, elle existe bel et bien. Chaque fois que vous allez vous rendre compte que le président Biya a une difficulté sur le plan diplomatique, à chaque fois il sort de là dans le silence comme si de rien n'était. Cela veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, mais derrière les rétroprojecteurs. La diplomatie camerounaise n'est pas bruyante, contrairement à d'autres diplomaties, mais c'est une diplomatie qui est efficace. Si vous le voyez dans ce sens-là. Quels sont les piliers sur lesquels repose notre diplomatie? Non, c'est le mot de fin. Non, moi, ce que moi je juge, c'est ça. Maintenant, je veux donc dire quoi? Je veux dire que cette diplomatie-là, aujourd'hui, l'État du Cameroun doit s'appuyer dessus, cette diplomatie souterraine. Parce que vous ne pouvez pas faire du tapage, même si vous voulez rapatrier des gens qui financent du terrorisme sur votre territoire. Et pensez, vous avez raison, ça se passe en off. Et je crois qu'aujourd'hui, cette diplomatie doit travailler de telle sorte que nos partenaires africains, occidentaux et le reste du monde puissent nous aider à résoudre la crise anglophone dans notre pays, dans la mesure du possible. Pour répondre maintenant à la question, ce que je voudrais dire, c'est que je crois pour ma part que tel que c'est parti là, la situation peut-être d'ici, nous sommes en 2020, peut-être d'ici l'année prochaine, va essayer de se stabiliser. Peut-être il y aura un peu moins de morts, mais il y aura toujours des exactions, il y aura toujours des débordements. Ceci jusqu'à ce que nous revenions à un dialogue sincère avec nos frères anglophones. Et l'une des autres solutions peut même passer par la présence d'un anglophone à la tête du pays. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de gérer ce pays pendant plus de 50 ans. Je ne sais pas si ça m'a causé c'est pour dire que nous avons essayé de gérer ce pays pendant plus de 50 ans. Nous avons utilisé le système jacobin qui a montré ses limites. Il est peut-être temps de dire aux frères anglophones que vous aussi montrez ce que vous savez faire pour la projection. Oui, effectivement, M. Dipita, la projection est celle que nous convoquons ici depuis le début de l'émission.
que le président de la République puisse convoquer tout au moins tous les corps sociaux vers lui, qui est comme un écuménisme autour de lui. C'est-à-dire qu'on se dise effectivement, quand on atteint la notion de terrorisme, que ce soit comme le cas avec Boko Haram, où toutes les chapelles de la République ont pu, n'est-ce pas, convoyer en juste noces pour résoudre ce problème. C'est ça que nous demandons effectivement au président de la République, de prendre des mesures fortes, des mesures que la République lui a confiées. Il est le seul, à l'heure actuelle, à pouvoir mettre un terme à cette crise. Qu'il prenne des solutions, c'est ce pourquoi le peuple camerounais l'a élu. Voyez-vous, c'est notre président de la République. On se soumet à ça, même si nous, on ne l'a pas voté, qu'effectivement, il a été élu pour résoudre ce type de problème. Et ça commence à durer. C'est vrai que ce problème retrouve ses réminiscences, n'est-ce pas, dans notre histoire, c'est-à-dire l'histoire coloniale. Mais aujourd'hui, il est l'une des personnes qui a été, n'est-ce pas, à la conférence constitutionnelle de Fumban. Il connaît ce qui s'est passé. Il a été l'un des rédacteurs, n'est-ce pas, des résolutions issues de la conférence constitutionnelle de Fumban et tout ce qui s'est passé. Donc, il maîtrisait mieux la solution que quiconque. Pourquoi donc il ne trouve pas finalement la situation? Nous voulons, pour sortir, dire au président de la République, Monsieur le président de la République, vous êtes un octogénaire désormais. Vous n'allez pas nous laisser avec cette patate chose. Donc, vous êtes un acteur, vous savez ce qui s'est passé, vous avez été là, il faut la résoudre désormais. Patrick Dupré. Donc, ce qu'il avait dit par rapport à ça, c'est la projection. La projection, d'abord, il faut comprendre une chose. Si les choses de l'État avaient une solution magique, la crise anglophone n'existerait plus aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, ça va dans deux axes. D'abord sur l'axe sécuritaire, sur l'axe du terrorisme. Il y a trois choses que nous devons faire pour endiguer définitivement ce qui se passe. Un, les organisations légalement constituées dans notre pays, à savoir les partis politiques, les associations de société civile, les médias consorts, nous ne devons plus faire le jeu des gens qui tuent les gens dans notre pays. Ce n'est pas normal qu'un parti politique, qu'un média, etc., se mettent à soutenir indirectement ou directement ces gens-là. Ce n'est pas normal. Deuxième des choses, je rejoins ce que M. Ndjok a dit, mais il veut dire une chose à M. Ndjok, notre diplomatie, elle est efficace parce que si elle n'était pas efficace, c'est que sur le plan diplomatique, c'est que les Ambazoniens l'ont gagné. Mais ils ont perdu totalement sur le plan diplomatique. Il n'y a aucun pays au monde, à ce que je sache, qui soutient leur initiative. C'est la preuve que notre diplomatie, qu'elle est sur les bonnes rails. Maintenant, troisième chose, j'en appelle aussi aux populations, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut pas combattre le terrorisme où qu'il soit sans la participation engagée de la population, à savoir la dénonciation. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont assassinés au quotidien. Si les gens pouvaient au moins dénoncer, ça va permettre à ce qu'on fasse de la prévention sécuritaire dans ces zones-là. Et maintenant, sur le plan politique, je pense que le Premier ministre, lors de son discours de fermeture du grand dialogue national, avait dit une chose qui est claire. Nous n'avons pas arrêté le dialogue. Ce n'était qu'un jet dans un processus qui va nous amener au plus longtemps que le Cameroun va exister. Parce qu'à chaque époque, il y aura des difficultés. À chaque période de notre vie, demain après-demain, vous n'êtes pas sûr qu'il y aura d'autres Ambazoniens qui peuvent venir à l'est, qui peuvent venir à l'ouest et qu'on sort. C'est pour vous dire qu'il faudrait que nous arrivons, nous, acteurs politiques, acteurs de la société civile et autres, que nous privilégions le dialogue pour régler ce nombre de problèmes. Le dialogue et le gouvernement reste la main tendue et dit, si un parti politique sur ce plateau a la possibilité de venir avec ce qui alimente ces gens-là sur la table des négociations, venez avec eux et on va dialoguer. Bon, moi je voudrais dire que justement, vous savez, quand les gens sont très jeunes, ils sont très beaux et ils pensent que le monde vient d'être créé. Vous êtes arrivés très tard dans un monde très vieux. Je voudrais vous dire qu'on ne peut pas rappeler nos ambassadeurs parce que justement, il faut négocier avec ces gens-là. Il faut justement discuter avec ces États. Et on ne peut pas convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée. Ça n'est pas possible parce que
en dehors du RDPC ou de M. Biya lui-même, personne ne va la convoquer. On ne peut pas penser qu'il faut un acte fort, parce que quand on a arrêté Ayoub Tabé et les autres du Nigeria, c'était des actes forts. D'ailleurs, quand on l'a arrêté, on a cru qu'on avait mis fin à cette affaire, et ça n'a pas connu le fin. Donc, moi, je crois sincèrement qu'il faut que notre diplomatie, d'ailleurs, le président de la République, quand il a dit qu'il est mendiant de la paix, c'était pour dire que c'est la diplomatie qui va être le mécanisme pouvant permettre la résolution de cette affaire. Et je suppose qu'ils sont en train de travailler dans ce sens pour que ces gens qui hébergent, les gens qui financent le terrorisme, puissent à un moment donné, n'est-ce pas, trouver un point d'accord avec nous pour qu'on puisse mettre fin à cette affaire-là. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est mendiant de la paix. Et puis, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, par exemple, rappeler votre ambassadeur aux États-Unis. Sur le plan financier, nous sommes endettés. Nous avons beaucoup de contraintes vis-à-vis de ces gens-là. Nous n'avons pas les mains libres pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Moi, je pense que pour qu'on arrive à la solution, il faudrait que, par des mécanismes de diplomatie, qu'on amène ceux qui ont créé cette guerre, qui ne sont pas au Cameroun, ce n'est pas les Camerounais, c'est justement la mauvaise décolonisation qui nous a amenés là. Que ceux qui ont fait cette mauvaise décolonisation, qu'on les amène, n'est-ce pas, à nous apporter la solution. Et je crois que c'est pour cette raison que le président de la République est allé en Flandre dire « Je suis un mendiant de la paix ». C'est peut-être pour leur dire « Voilà ce que vous avez créé, essayez de venir le régler ». Nous sommes d'accord. Paul Youm, Patrick Dupri, Anissé Mani, Christian Diop Congo et puis Emmanuel Kouni, merci d'avoir apporté la réflexion ce soir sur éventuellement des solutions de sortie de cette situation, de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci à vous à la maison. Mardi prochain, 21h, carte sur table. Bonsoir.